à tous et bienvenue au Centre de thérapie intégrative et nouvelles technologies. Donc ce soir, on a l'honneur de recevoir Maximilien Bachelard, docteur en psychologie et psychothérapeute, qui va nous parler un petit peu de lui et de l'approche intégrative en psychothérapie ce soir, qui est voilà, le thème de ce centre ouvert l'année dernière en mai 2020. Voilà. Donc, ce soir, on a l'honneur d'avoir un invité qu'on attend depuis longtemps. Bienvenue. Alors bonjour à tous, donc la conférence se fait aussi bien en visio avec beaucoup de monde et en live, donc pour moi c'est la première fois que je vais essayer de réussir cet exercice d'être sur deux mondes et ça va être un peu particulier mais je pense que je vais y arriver, j'ai déjà fait d'autres conférences, voilà, tout le monde m'applaudit, je vois ça, merci. Donc je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute. Je vais me présenter rapidement. C'est pas que l'exercice me plaît forcément, mais on est en train de parler, on va parler de l'approche intégrative, donc on va parler de la radicalisation des thérapeutes, d'une certaine manière, puisqu'on est dans une situation en France où, comme on le sait souvent, il y a des guerres de chapelle. Il est compliqué de pouvoir discuter entre comportementalistes et psychanalystes, entre gestaltistes et rogériens, etc., etc. Donc je vais parler un petit peu de ça aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans le centre où je suis actuellement, j'ai commencé à croiser des gens qui sont formés à plusieurs choses et différentes. Apparemment, il n'y a pas encore eu de baston dans le couloir. Ça a l'air de bien se passer. Et ça me rappelle ce que j'ai pu voir au Québec. Et c'est souvent l'exemple qu'on prend. Mais au Québec, j'ai pas vu trop d'incidents dans les couloirs de l'université ou dans les hôpitaux parce qu'on était de différentes couleurs, de peau ou théoriques. Et d'une certaine manière, ça me fait prendre conscience que c'est possible. Et je crois que les nouvelles générations sont de plus en plus amenées à faire ça. Je suis membre coordinateur de la CEPI, qui est une société américaine qui s'intéresse à la question de l'exploration de la psychothérapie intégrative, ou en tout cas de la question intégrative. Et ce qui est intéressant, et je le raconte souvent comme petite anecdote, cette société, elle a été fondée par un psychanalyste pur jus et un comportementaliste pur jus. Ce qui, pour le coup, ne va pas arriver a priori demain matin en France, mais je l'espère un jour sera possible. Je suis également président de l'Institut du Comment, donc c'est un tout petit institut qui va proposer des journées d'études avec un expert clinicien une fois par mois sur Paris. Et l'idée, justement, ce sera d'avoir une pluralité des pratiques. On aura aussi bien des psychanalystes que des comportementalistes, que des hypnothérapeutes, que des systémiciens, etc. Alors, je vais essayer de passer le PowerPoint. Je fais un petit coucou à Hugo Ledoux, qui est président d'une jeune association qui s'appelle Psychoétal, qui est une association de psychologues cliniciens qui est destinée aux professionnels et aux étudiants en master de psychologie. Et c'est une première vraie association qui propose des intervisions, des journées cliniques, des journées d'études, des interviews en ligne. Ils font un travail qui est très sympathique, un travail qui peut notamment se matérialiser par l'interview de psychologues qui est mise en ligne avec des questions, etc. Et l'idée, c'est de pouvoir essayer de faire dialoguer différentes approches. Donc, je leur fais un petit coucou et je parraine cette petite association parce que je pense qu'elle en a dans le ventre et elle va faire des propositions très intéressantes par la suite. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler, déjà pour commencer, je vais vous parler d'une obsession que j'avais quand j'étais étudiant. Donc j'ai traversé 4 universités, c'était pas prévu à la base, mais j'avais une obsession, c'était d'imaginer un patient rencontrant un clinicien, puis rencontrant un autre clinicien, puis rencontrant un autre clinicien, et dans le même moment. C'était mon côté Matrix. En me disant, finalement, une personne vient avec une souffrance, une difficulté, qu'est-ce qui va se passer en rencontrant quelqu'un qui incarne la thérapie comportementale et cognitive? Qu'est-ce qui va se passer s'il rencontre un systémicien? Qu'est-ce qui va se passer s'il raconte les mêmes choses à un psychanalyste? Évidemment, il va y avoir une interaction. Et j'étais très intéressé à me dire, mais quel va être le destin de telle sensation? Quel va être le destin de tel questionnement? Comment ça va prendre forme dans l'esprit du patient à travers les questions, les silences, les redéfinitions, les techniques, les stratégies, les postures du clinicien en face. Et ça continue, et je pense que ça continuera à m'obséder jusqu'à la fin de ma carrière, à me dire qu'il se passe quelque chose dans cette matière malléable qui fait notamment que si quelqu'un présente un problème, eh bien pour un autre clinicien, ce ne sera pas forcément vu comme un problème, ce sera peut-être vu comme une force, etc.
Donc ça, c'est une des premières questions que je me suis posée sur la question intégrative. Alors, il faut savoir qu'aucune psychothérapie ne propose de supprimer les symptômes sans envisager un possible rôle de ces symptômes. Je ne suis pas là pour défendre la TCC, la systémie, l'hypnose ou quoi que ce soit. Pour ma part, j'ai bien évolué dans le champ analytique, j'ai bien connu la TCC en France et aux États-Unis et surtout au Québec. Je me suis formé à l'hypnose, j'ai traversé un peu le monde de la systémie en France, au Québec, en Belgique. Donc, a priori, je n'ai pas de difficulté à parler avec des psychanalystes, à parler avec des comportementalistes. Et je vais vous dire un grand truc qu'on sait tous, mais qu'on ne veut pas dire en France, c'est qu'il y en a plein qui s'entendent parfaitement. Je n'aimerais pas une de mes collègues psychanalystes, mais elle a enseigné à Psychoprate, elle a traversé tout le monde de la psychanalyse, tous les groupes, tous les séminaires. Et elle me disait encore il y a une semaine, moi ça m'arrive d'envoyer chez un comportementaliste parce que ça, ce n'est pas une problématique que je vais pouvoir travailler. Et pourtant, quand on la voit, quand on l'entend, si ce n'est pas une psychanalyse pure jus, je ne vois pas ce que c'est. Donc, ce que ça veut dire, et je vais arrêter de m'auto-spoiler, mais c'est que la question intégrative n'est pas une obligation. Ce n'est pas parce qu'on parle d'approche intégrative qu'on va forcer les gens à faire tout et n'importe quoi. C'est évidemment pas ça. Mais pour moi, un être humain ne peut choisir que s'il a connaissance de plusieurs choix et pas quand il n'a qu'un seul choix à faire. Quand on sait comment fonctionne l'approche rogerienne ou quand on sait comment fonctionne la gestalt ou l'hypnose, on peut se dire, moi, ce n'est pas mon truc, en connaissance de cause, en ayant lu, et ça me permet peut-être de rediriger un patient un temps ou un profil ou des problématiques. Donc, c'est un appel à terre des gardes-chapelles. Et comme je le disais à l'association que je parraine il y a 1 ou 2 semaines, je leur ai dit, je n'ai jamais rencontré un thérapeute radicalisé qui ait une connaissance réelle des courants qu'il critique. Donc malheureusement, on en est toujours sur la même idée. Si on n'a pas de connaissance, on est malheureusement dans l'agressivité, dans la projection, dans des peurs, dans des représentations. Donc aucune psychothérapie ne propose de supprimer les symptômes. C'est très important parce qu'on caricature souvent l'approche comportementale, on pense que c'est ce qu'elle fait, mais l'approche comportementale propose une analyse fonctionnelle. La fonction dans l'économie psychique est également importante dans l'approche psychanalytique. Quand on est dans une approche humaniste, on interroge aussi forcément ce qui se passe, et dans la systémie aussi, on va faire une analyse du système pour comprendre pourquoi une personne a un problème. Donc selon moi, et je pense que je ne me trompe pas spécialement, alors dans l'approche humaniste, on va poser la question du sens existentiel. Voilà, vous avez une petite idée de tout ça. Pour moi, il faut pouvoir différencier l'ouvrier qui essaye de supprimer des symptômes du psychothérapeute. Et pour moi, un psychothérapeute n'a pas simplement un sécateur pour essayer de supprimer les problèmes. Donc on peut caricaturer l'approche cognitivo-comportementale, ce n'est pas du tout ce qu'elle propose. Après, vous pouvez avoir des praticiens qui fonctionnent comme ça, mais on peut aussi avoir des psychanalystes qui fonctionnent aussi d'une autre manière. Il faut pouvoir différencier, je viendrai là-dessus, entre ce qui est écrit dans les textes et ce que font les gens. D'une certaine manière, on a souvent tendance à confondre les textes, les théories et ceux qui parfois en ont besoin pour exister, pour rentrer en guerre. Donc on peut lire un texte, on peut croire en ce texte sans pour autant s'en servir comme alibi pour justifier des luttes. Dans chaque religion, il y a des ultra-orthodoxes et des extrémistes. Est-ce qu'ils rendent grâce à leur texte? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils font encore partie de cette religion? C'est une question à se poser. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils lisent parfois le même livre, mais apparemment pas du tout de la même manière ou dans le même sens. Puisqu'évidemment, quand je vais discuter avec un comportementaliste qui a une dent dure contre la psychanalyse, il va me dire j'ai déjà travaillé avec 3 psychanalystes, ils étaient fous alliés. Oui, peut-être. Mais le biais de généralisation est intéressant à ce moment-là, de se dire, puisque j'ai vu 3 personnes de Perpignan se conduire comme ça, c'est qu'à Perpignan, ils sont tous comme ça. Ça, c'est la logique du psychologue, voilà, qui peut manquer un peu d'affûtage. Donc, évoquer l'approche intégrative, ça n'est pas la rendre obligatoire. Donc là, vous voyez, c'est la tour de Babel. C'est s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs. Ça permet de percevoir l'utilité des autres et de leurs méthodes ou théories et les limites de notre savoir, de notre pratique. Parce que ça reste compliqué pour moi d'imaginer que la théorie qu'on a, les idées qu'on a pourraient régler tout sur cette planète. Et qu'évidemment, la collègue psychanalyste dont je vous parlais, elle me disait, notamment pour les problématiques d'addictologie sur du tabac ou de l'alcool, elle me dit, je peux travailler des choses, mais je trouve que c'est important qu'il aille voir un comportementaliste parce qu'il va pouvoir l'aider concrètement sur sa consommation. Bon,
eh ben, on ne peut pas tout faire, et c'est très bien, et c'est même une bonne chose. Après, quand on a réussi à comprendre quelles sont les différentes boîtes et qu'est-ce qu'il y a dedans, pour moi, on peut se permettre de faire des mélanges d'ingrédients. Pourquoi je dis ça? Parce que l'approche intégrative, c'est pas mélanger tout dans un sac, secouer et en faire quelque chose. Il y a des fondements épistémologiques à respecter. Donc, dans notamment le bouquin que j'ai sorti, je donne ces exemples-là. Si je touche la main d'une patiente après lui avoir demandé son autorisation, parce que je vais faire une lévitation du bras dans un exercice d'hypnose, c'est pas quelque chose qui est a priori permis dans un cadre analytique, ça n'a pas vraiment de sens. Si je filme des entretiens familiaux en systémie, ça a complètement du sens et ça rentre complètement dans l'approche systémique. Ça n'aura pas de sens si je suis psychanalyste et que j'allonge un patient et que je le filme. Là, il y a des problèmes. Ce qui veut donc dire, j'empiète un peu sur la suite, que pour pouvoir mettre du sens dans ce qu'on fait, il faut pouvoir avoir des repères qui sont assez cohérents. Et on le verra par la suite, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se fait que je commence avec une approche, qu'a priori ça ne marche pas. Donc est-ce que c'est moi qui ne marche pas? Est-ce que c'est le symptôme qui résiste? Est-ce que c'est ma théorie qui ne marche pas? C'est mon outil? Est-ce qu'il faut que j'aille en supervision? Et pourquoi je change? Et puis je fais de la gestalt après avoir allongé le patient, après avoir fait de l'hypnose, après avoir fait de la TCC. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pour moi, l'approche intégrative, elle vient questionner la question clinique. Je vais vous donner 2 anecdotes complètement farfelues. Je les ai rajoutées il y a quelques jours sur le PowerPoint. Donc, le premier s'appelle douleur et autisme. Donc, j'ai travaillé dans le champ somatique en douleur, en psychiatrie et dans la protection de l'enfance. Et en douleur, on est très embarrassé parce que la douleur, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez évaluer simplement objectivement en disant lui, il a mal à temps. Et donc, je vous raconte une histoire qui est assez connue. J'ai oublié le nom du monsieur, mais ça me reviendra. En fait, dans une unité de prise en charge de l'autisme, des jeunes se mettaient des coups de tête contre le mur pour faire passer des douleurs. Le problème, c'est que tant qu'on n'avait pas mis cette hypothèse que le jeune avait des problèmes de céphalée ou de migraine, on en faisait des interprétations bien compliquées, parce que vous savez que les psys adorent les théories, c'est leur onanisme préféré, les théories, c'est ce qu'ils aiment le plus, tripoter les théories, mettre du sens partout. Les psys sont très angoissés, ils veulent savoir, comprendre, prédire, maîtriser, contrôler d'une certaine manière. Et donc, on interprétait ce que faisaient ces gosses en ne comprenant pas, jusqu'au jour où un médecin somaticien de la douleur a dit « Bon, on va leur filer un antalgique, quoi. » Et là, les gosses arrêtent de se cogner la tête. Donc, je voulais vous donner cette image, vous en faites ce que vous voulez. La deuxième, c'est une image qui est assez connue de Milton Erickson, que j'ai appelé délire et schizophrénie. Il bosse dans un service de psychiatrie lourd, un patient arrive complètement délirant, il dit qu'il a dépensé plein sa tête, qu'il ne sait pas quoi en faire, il ne va pas bien du tout. Je ne vous fais pas tout le cortège psychopathologique. Erickson est démuni, il ne sait pas quoi faire, il recule de son siège, il ouvre son tiroir et il lui dit mettez ça dans le tiroir. Le patient comprend moyennement, mais comme il est un peu délirant, un petit peu comme les enfants, il est plus en contact avec son imaginaire et il fait ça avec sa main et il met des choses dans le tiroir. Erickson ferme le tiroir et explique qu'il n'y a plus de délire pendant 1 à 2 semaines et que ça revient au bout d'1 à 2 semaines. Ça ne veut pas dire que c'est de la magie, ça ne veut pas dire qu'il a terminé quelque chose, mais je vous laisse avec ces 2 images. Quand on est dans la question de l'approche intégrative, pour moi, étant allé aux États-Unis, ayant beaucoup lu mon bouquin, notamment à 98% de références américaines, parce que les Français particulièrement ne s'intéressent pas à cette question. Je me suis rendu compte que les Américains, la critique qu'on leur fait très régulièrement, c'est qu'ils sont trop pragmatiques. Ils ne refont que ce qui fonctionne. Ils partent d'une réalité et ils se disent soit ça marche, soit ça ne marche pas. On le réessaye 10 fois, ça n'a pas marché, on jette, poubelle. Donc c'est la pratique, les faits observés qui permettent de guider. Poussé à l'extrême, ça peut devenir une catastrophe. Les Français sont plutôt dogmatiques, et c'est une pensée plutôt latine, je ne vais pas dire européenne, mais plutôt latine, qui est de constituer des théories et d'essayer de faire rentrer la réalité à travers les théories. Et je pense
pour moi, d'une certaine manière, qu'il y a une balance à trouver entre les deux. Question idiote que je vous propose. Est-ce qu'un tournevis, c'est bien? Ensuite, est-ce qu'un tournevis, c'est efficace? Est-ce que c'est plus efficace qu'un marteau? Pour faire quoi? C'est efficace pour visser certaines vis. Et j'ai envie de vous dire comment on fait pour rentrer une vis avec un pas de vis limé. On utilise un marteau. Donc le problème de la question, c'est qu'elle sectorise les choses. Elle met en valeur un usage unique et parle de causalité facile à identifier. En psychothérapie, en sciences humaines, avec des êtres humains, on ne peut pas avoir des modèles ultra prédictifs. Ça n'est pas possible. Pardonnez-moi pour les questions idiotes, mais ça aussi, c'est fait pour vous amener à me poser des questions bizarres. Et là, c'est des idées folles. Un enfant se présente avec une peur de dormir. Il a peur des fantômes. Un deuxième enfant se présente avec une peur des extraterrestres. Je règle les deux problèmes, parce que je suis super magicien, avec une procédure magique. En quoi cela confirme la matérialité sur notre planète des fantômes et des extraterrestres? C'est-à-dire que parfois on arrive à faire des trucs et on va émettre l'idée qu'il y a une causalité entre notre idée et ce qui s'est passé. D'ailleurs, en direct, je vous propose quelque chose qui est exclusif sur cette planète, qui n'a jamais été fait. Je peux vous prédire que ce soir, j'ai décidé qu'il ferait nuit. Ce qui ne veut pas dire que ça vient de moi. Donc la question de la causalité, elle est très importante et qu'évidemment, parfois, malheureusement, méthodologiquement et théoriquement, on essaye de venir se faire confirmer des choses qui ne confirment pas la théorie, qui confirment simplement des faits. En France, je vais vous expliquer les hypothèses que j'ai eues par rapport à la France sur cette difficulté à s'imprégner de cette approche intégrative, parce que, encore une fois, le premier article que j'ai lu, je me suis senti tout seul, le deuxième, je me suis senti tout seul, le troisième aussi, le quatrième aussi, le bouquin, je me suis senti tout seul, c'est pour ça que j'étais très content de parrainer une première association, et puis, quand je vais aux États-Unis, je suis tout seul aussi. Il n'y a jamais de Français. Il y a des Espagnols, il y a des Portugais, il y a des Italiens, mais il n'y a pas de Français. Donc en France, pour moi, l'enseignement de la psychologie a quelque chose de légèrement tronqué. Pour moi, on transmet parfois, malheureusement, et ça s'entend dans les UFR, une psychopsychanalyse, la faisant prendre pour une psychologie qui n'en est pas. Donc on apprend et manie un produit qui n'est pas clair, une psychanalyse qui est parfois mal digérée. Je n'ai pas de problème avec la psychanalyse, mais on le sait, ça a pris une place à l'UFR de psycho, et je pense que ça dessert les psychologues, mais aussi la psychanalyse. D'où, selon moi, des postures de psychologue pas claires, de psychanalyse sauvage. Pour moi, comme disait ma collègue encore, elle m'a dit ça encore hier, il y en a, ça les arrange bien d'être psychanalystes un jour sur deux. D'où le concept franco-français de neutralité bienveillante. Alors ça, vous pouvez chercher dans le vocabulaire de la psychanalyse, il vous explique que ça n'existe pas. Donc moi, quand j'ai fait ma thèse, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, j'ai réfléchi et je me suis dit, attends, tu es dans le référentiel analytique. Donc, tu vois la tronche de Freud, de Jacques Lacan, de tout ça. Et est-ce qu'ils auraient dit neutralité bienveillante? Et je me suis dit, bah non, parce que on ne peut pas être neutre quand on est psychanalyste. Et on peut être encore moins bienveillant, sauf si vous voulez faire sortir Carl Rogers de sa tombe et qu'il fasse tomber une pluie de criquets. Ce n'est pas de la psychanalyse. On ne peut pas être neutre et bienveillant. En plus, c'est complètement paradoxal. Ça, c'était une façon de définir la posture de retrait. Mais ce sont des termes dans un champ lexical que seuls les psychologues français sur cette planète manient de manière un peu éhontée. Et qui me prouvent d'une certaine manière qu'on a parfois mélangé l'enseignement de la psychologie clinique et de la psychanalyse. Donc si, pour moi, on ne sait pas différencier proprement deux éléments dès le départ qui ne sont pas les mêmes produits, la question de l'existence des autres courants n'est pas aisée à penser. C'est pour ça, selon moi, qu'aux États-Unis ou au Québec, quand on vous enseigne des cours de manière égalitaire en termes de nombre d'heures sur différents courants, vous pouvez après vous dire « Ah bah tiens, j'ai du sel, j'ai du poivre, et si je les mélangeais ?» Si je vous donne un produit où il y a du sel, du poivre, vous ne vient pas la question de mélanger, puisque ça vous fait un seul produit unique. Vous comprenez? Les autres approches théoriques sont difficiles à atteindre car elles sont déjà pour ou contre ce pseudo-produit psychopsychanalyse dans l'esprit français.
Ça n'est pas pour rien que les questions du grand public mélangent psychologie et psychanalyse en France. C'est aussi quelque chose qu'on n'a pas forcément dans d'autres pays. Alors que ces conflits n'existent pas dans la majorité des autres pays, comme alors la Belgique, on entend, mais en Suisse, c'est plus clair. Au Québec, c'est beaucoup plus clair. Dans plein d'autres pays, c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est le fruit d'un article. Il n'existe pas de pratique canonique. Ça, c'est très intéressant parce que souvent, on me dit, bah, moi, je suis psychanalyste. Bon, pour moi, ça ne veut rien dire du tout. Moi, je suis comportementaliste, ça ne veut rien dire du tout. Par définition, on n'est jamais le garant d'une représentation pure. Ça n'est pas possible. Par définition, vous incarnez quelque chose à votre sauce. Donc, je vais vous faire une démonstration très simple. Quand on me dit je suis psychanalyste, je dis bah, alors quelle psychanalyse? Klein, Alain Freud, Lacan, Winnicott, la psychanalyse américaine. Et là, 99% des psychanalystes vous disent ah bah non, moi j'ai lu ça, moi j'ai lu ça, j'ai lu ça. C'est très bien. Et donc, ils sont représentants d'une psychanalyse. Ils ont pris certains concepts et c'est très bien. Mais ils ne peuvent pas être représentants de la psychanalyse. Ça n'est pas possible. Dans le cheminement clinique, d'ailleurs, c'est impossible. Puisque la psychanalyse et l'approche comportementale également, mais aussi dans la gestalt et aussi dans la systémie, est remplie de mini-débats et conflits qui permettent d'avancer cette approche, mais qui ne font pas une image unique. Ce n'est pas possible. Si vous prenez tous les concepts analytiques un par un, il y en a qui s'entrechoquent. D'où l'idée d'être plutôt freudien, d'être plutôt kleinien, d'être plutôt si. On fait une psychanalyse de l'enfant. Pour certains, ça n'est pas possible. Pour d'autres, c'est possible. Ah, bah alors, il va bien falloir décider. Si vous faites de la psychanalyse de l'enfant, vous ne pouvez pas dire que vous êtes pour quelqu'un qui dit que ça n'est pas possible. Alors, vous faites des arrangements. Tout clinicien fait des arrangements. Tout clinicien voit des choses et ne peut pas tout voir. Aucun clinicien n'est Dieu. Tout le monde fait un choix à un moment donné. Si vous êtes dans la première, la deuxième ou la troisième vague en TCC, c'est un choix. En systémie, si vous proclamez systémicien, pour ceux qui connaissent, et que vous incarnez une première cybernétique, vous n'êtes pas systémicien comme quelqu'un qui fait de la deuxième cybernétique. Ce n'est pas la même chose. Donc, il y a ce que les gens vous disent et puis il y a comment ils font. Il y a aussi les gens qui voient des familles et qui vous disent qu'ils sont systémiciens, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de mélanges. On ne fait pas appel au même concept pour des réalités parfois qui sont quasi identiques, mais qui sont quand même différentes. Je vous fais un petit aparté. En psychiatrie quantitative pure, on sait aussi que la fidélité interjuge, elle est moyenne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a développé tous ces outils comme le DSM. On voit avec nos yeux, l'objet d'étude est de l'ordre de l'humain. On ne fait pas de programmation informatique. Il faut savoir qu'à l'intérieur du clinicien, l'information, elle est digérée, elle est comprise d'une manière singulière. Il n'y a pas une psychanalyse. Et comme je le disais, certains courants ont supprimé des concepts pour que d'autres courants existent. Donc pour moi, il y a une question religieuse, il y a un texte, mais chacun l'acte, l'incarne à sa manière. On tue ou on protège pour le même livre. Vous voyez, c'est la question de la mère fusionnelle. Il y a une mère fusionnelle. Bon, déjà, ça veut tout dire. Vous avez la direction, si la mère est fusionnelle, il faut l'arracher de son enfant. Bon, si d'un seul coup, vous vous dites, elle est fusionnelle, eh ben c'est bien, contrairement aux autres, je vais arrêter de les retirer l'un l'autre, je vais même encourager ça, je vais même pousser du vice à leur demander de dormir ensemble, juste pour voir ce que ça provoque comme réaction. Peut-être même que je vais connoter positivement, peut-être même que je vais faire appel à des concepts comme l'attachement. Donc, je vais commencer à parler de ce qu'effleurent certains psychanalystes sur la question de l'attachement et le systémicien, et donc je ne suis plus du tout dans la même trajectoire. C'est plus la même chose qui se joue. Donc après, me dire, ah ben moi je suis psychanalyste, moi je suis comportementaliste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire d'une certaine manière. On a un référentiel de loin, mais après, est-ce qu'on l'acte, c'est une autre chose. Je vous donne un exemple qui me revient en direct. Les Suisses sont vraiment très intéressants sur la question de la psychothérapie. Ils ont évalué des thérapeutes d'approches différentes et puis ils ont regardé les vidéos, puis ils ont coté des questionnaires en se disant on va regarder ce qu'ils font ces gens-là, de tous bords théoriques, et on va cocher les outils qu'ils utilisent. Puis ils se sont rendus compte qu'en fait, les gens qui se réclament d'une approche, en grande partie de l'incarnent, mais ils prennent toujours des choses qui viennent d'ailleurs, sans s'en rendre compte même. Et ils le prennent toujours. Donc la France, et souvent je marque la Belgique parce que souvent j'ai des Belges qui m'écrivent et qui me disent « Oulala, c'est pareil chez nous ». C'est le dernier pays industrialisé à résister, sauf que quelques instituts, mais certains nient les fondements épistémologiques ou glorifient un être suprême. Oui, alors, supprimer les fondements épistémologiques, c'est un problème parce que pour moi, vous ne pouvez pas
en 3-4 séances, faire de la PNL, de la psychanalyse, de l'hypnose et tout ça. J'ai envie de dire, on est dans des univers complètement différents. Et d'une certaine manière, une psychothérapie, elle a du sens parce que vous avez un cadre assez clair et que c'est parce que votre cadre est assez clair que vous pouvez faire quelque chose de ce que vous êtes en train de faire malgré vous, intentionnellement aussi, et ce que fait l'autre aussi en face. La culture américaine, donc, elle est plus pragmatique. On fait ce qui marche, on imbrique des modèles. Donc, pour eux, c'est très simple. C'est pour ça que l'approche intégrative leur plaît. Ils ont des boîtes et puis ils se disent comment on peut faire un truc bien. En France, on est plus dogmatique. Comme je vous l'ai dit, on crée des théories pour voir et comprendre le monde. La psychanalyse américaine, par exemple, donc dans l'ouvrage, je parle de l'histoire de la psychanalyse, mais notamment américaine aussi. Alors là, quand vous avez un psychanalyste franco-français pur jus qui n'est pas sorti de son CMP à Paris ou à Malakoff et qui ne veut pas parler à des gens qui ne sont pas de son séminaire, et il y en a plein, ça arrive, mais ça peut être la même chose pour d'autres courants, parlez-lui de psychanalyse américaine. Parlez d'alliance thérapeutique à un psychanalyste. Qu'est-ce qu'il répond? Donc là, vous n'avez pas l'image, mais alors là, j'ai des haussements de sourcils. Mais est-ce que vous savez que l'alliance thérapeutique, c'est un concept purement psychanalytique de 1956 qui a été fait par Elisabeth Zetzel, qui est psychanalyste américaine. Ben, les psychanalystes français ne le savent pas, ils s'en foutent, ils n'ont pas envie de lire la psychanalyse américaine. Il y a un auteur notamment qui s'appelle Greenberg. Non, c'est pas Greenberg d'ailleurs, je suis en train de me tromper. C'en a un autre, ça va me revenir, qui parle de relations réelles à côté du transfert. Donc ça a été aussi la possibilité. Un article que j'ai écrit notamment avec un psychanalyste, on a parlé de ça. Ça n'a pas fait beaucoup de vent parce que c'est un peu gênant, mais il y a des psychanalystes américains qui se disent, mais bon Dieu, il y a du transfert, il y a de la relation réelle. Apportez ça à un psychanalyste français qui ne veut pas voir autre chose, il ne sait pas quoi faire. Il va vous dire, c'est pas de la psychanalyse. Ça, c'est du McDonald's. Et donc, moi, je suis d'accord avec lui, parce que comme tout Français, je déteste l'Amérique. Mais en fait, si vous allez aux États-Unis, il y a un moment donné, le nombre de gens intéressants vous fait relativiser. Vous ne pouvez plus détester les Américains. Vous vous dites, c'est bizarre, quand on passe l'océan, au-delà de leur culture, peut-être que parfois ils disent des choses intéressantes. Voilà. Il y a un combat public en France, TCC Psychanalyse, qui s'est encore réactualisé aujourd'hui. Peut-être que s'il y a une question, je donnerai l'indice par rapport à ça. Il y a un combat public entre, selon moi, les méthodes prédictives et moins prédictives. Quand vous faites de la gestalt, quand vous faites de l'hypnose, quand vous avez une approche centrée sur le client, quand vous faites de la systémie, vous avez moins de modèles à suivre. En TCC, vous en avez, ce qui ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas, que vous adaptez pas, mais vous ne pouvez pas prévoir exactement ce qui va se passer, le nombre de séances. En TCC, on peut se dire, en 10 séances, on aura fait à peu près ça. Il y a un combat par rapport à ça, en fait. Il y a aussi en France une mise à l'écart et une frilosité des approches humanistes et systémiques. Quand je chope un étudiant qui a lu Rogers, bon, déjà, je dois en avoir 3 en tête dans toute ma carrière, ils lisent pas Rogers et ils lisent jamais de systémique. Ils vont lire les bouquins de TCC dans les UFR de psychanalyse en cachette, ou alors ils vont lire Freud dans les UFR de TCC. Mais ça se dit pas en fait. Je vais vous citer 2 trucs bizarres qu'un Américain m'a filé et m'a dit tu liras ça. Albert Bandura, donc lui est plutôt du côté TCC, 69, il nous parle du comportement associé à la peur. Donc écoutez bien, l'extinction du comportement d'évitement s'obtient par une exposition répétée à des stimuli subjectivement effrayants dans des conditions conçues pour éviter tant les comportements d'évitement que les conséquences adverses qui sont appréhendées. Donc pour ceux qui ont compris, on s'expose à quelque chose, on essaye de ne pas partir en courant. Comme on dit en TCC, le niveau de cortisol redescend, le corps n'est plus conditionné de la même manière et il n'a plus des stimuli désagréables. Bon, le chien, l'ascenseur, la belle-mère, vous pouvez exposer qui vous voulez. Otto Fénichel, qui apparemment n'était pas de la FTCC ou de ce que vous voulez, il était plutôt psychanalyste. Il dit, en 41, une personne qui a peur, placée dans une situation dans laquelle ce qu'elle craint se produit, sans entraîner de conséquences négatives, ne verra pas sa peur disparaître en une seule fois. Toutefois, elle aura un peu moins peur la 2e fois et encore un peu moins la 3e. Invendu, peut-être. Ou alors, si on n'est pas obligé de déclencher une bagarre sur le parking entre les deux, y en a un qui est plus vieux quand même, donc il sent sa défaveur. Mais
si on ne part pas d'un principe de rivalité, on peut se dire, bah, c'est marrant, en fait, avec leurs lunettes, ils ont vu un truc qui m'a l'air d'être un principe qui fonctionne chez les êtres humains. Voilà. Je vous laisse avec ce truc. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, ça, c'est un gros délire. C'était à Baltimore. C'était à Baltimore, après un congrès, avant de prendre l'avion. J'ai pris un stylo, j'ai dit, il faut me filer un papier tout de suite. Ça m'arrive comme ça, parfois j'ai des délires. J'ai chopé un papier, j'ai fait un rond. Alors, c'est pas un truc Illuminati, hein. Je me rends compte, en fait, il y a un soleil, c'est un peu flippant. Et je me suis dit, mais en fait, il y a 4 approches. L'approche psychanalytique, psychodynamique, vous entendrez que parfois, pour des raisons plus ou moins claires, on utilise l'un ou l'autre. L'approche humaniste, existentielle, phénoménologique, l'approche cognitivo-comportementale et l'approche systémique stratégique. Alors, vous avez des noms de gens, vous avez Freud, Alexander, French, alors voilà, il y en a qui font moins psychanalyse pur jus, d'autres qui font plus américain. Vous avez dans l'approche systémique aussi Erickson, Bowen, Andolfi, Haley, Grinder, De Chazer, vous avez la thérapie narrative, vous avez la thérapie orientée problème, la thérapie orientée solution, vous avez tout ça. Dans l'approche cognitivo-comportementale, vous avez les vieux de la vieille, vous avez Beck, Ellis, Bandura, Watson, Pavlov, mais après, on va aller sur des personnes qui s'intéressent à la pleine conscience, etc. Vous avez Hayes, Egal, Kabat-Zinn, Tisdale, etc. Bon, c'est pas exhaustif, c'est pas la peine de m'engueuler après en me disant qu'il en manque un. Mais voilà, c'est pour montrer cette constellation et les rapprochements sont pas anodins. Et la dernière approche humaniste existentielle, vous avez Rogers, Irving Yalom, Rollo May, qui n'est pas très connu en France, mais qui est très important dans ce mouvement, on en parle aux États-Unis. Et puis vous avez Lang, Frankel, la logothérapie. Vous avez Biswanger, Minkowski. Là, on est plus vers la philo, mais il peut y avoir une pratique, et il y a eu des pratiques qui ont découlé de tout ça. Vous avez Pearls, Eric Berne, Reich, Jung. Alors on ne sait pas quoi faire. Ils sont un peu entre les deux. Ils n'ont pas choisi leur clan. Voilà. Je vous épargne le deuxième schéma que j'ai fait, que vous avez peut-être vu dans le bouquin, qui montre que je peux faire des bouffées délirantes apparemment. Mais ce qui était important dans ce schéma, c'est que je me suis dit, mais en fait, Beck, il était psychanalyste. C'est pas possible. Mara Salvini était psychanalyste. Elle explique qu'elle galère avec les anorexiques et qu'en 10-15 ans, elle en peut plus. Elle peut plus les voir en peinture, elle n'y arrive pas. Et elle se dit, il faut qu'on se forme à la thérapie familiale. Et elle fait venir des gens de partout dans le monde. Et elle se dit, on est plusieurs cliniciens, on n'est pas bête, on prend un stylo, une feuille, on y va, on est parti. Apparemment, ils filment, on va faire pareil. Je ne vous dis pas, parce que j'entends la mauvaise foi déjà dans 2 semaines quand on verra l'enregistrement, on me dira, ah oui, mais ça veut dire que la psychanalyse ne marche pas pour l'anorexie? J'en sais rien et je m'en fous. Salvini a trouvé quelque chose qui lui convenait mieux. Parce qu'on se pose beaucoup la question de savoir si une approche convient à un patient ou un trouble. Pour moi, c'est une bêtise. C'est une bêtise d'esprit que de penser comme ça. La première question, c'est de savoir si c'est fait pour vous en tant que clinicien. Question que personne ne veut poser, mais il y a des psychanalystes qui feraient mieux des comportementalistes et les comportementalistes feraient mieux de rejoindre l'autre camp aussi, en fait. Mais ça, c'est le principe de radicalisation. Si vous étiez bien conscient de l'emprise dans laquelle vous étiez sans vous en rendre compte, vous n'iriez peut-être pas. C'est pour ça que pour moi, dès l'UFR, il faudrait pouvoir penser en médecine, en psycho, en ce que vous voulez, en psychiatrie, il faut déjà penser plein de choses. Je vous donne un schéma très connu, mondialement connu, mais il y a toujours la majorité de Français qui ne connaissent pas. C'est la recherche, je crois, il me semble, pas la référence en dessous, la référence Lambert et Bergin de 94, je crois que c'est la recherche la plus citée dans le monde entier sur la psychothérapie, qui explique que 40% de l'efficacité proviendrait de facteurs extra-thérapeutiques, donc qui vous échappent, famille, moment de vie, éléments psychosociaux que entourent le patient. 30% d'efficacité proviendrait de facteurs relationnels, 15% proviendrait des attentes du patient et 15% des techniques. Donc, évidemment, si vous le relisez bien, vous vous dites c'est vachement déprimant. J'ai payé 4 fois 2500 balles de formation, ça m'a coûté 10 000 balles pour me former à des techniques, et en fait, c'est juste 15%. Ça fait un peu mal. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, c'est pour ça que j'en ai parlé dans ce premier article sur les cours intégratifs, c'est qu'on aurait tendance, par faiblesse d'esprit, de se dire qu'il suffit d'avoir une bonne relation pour pouvoir avoir 30% d'efficacité gagnée. Or,
Les Suisses, dans une recherche, l'ont expliqué. Tout ceci doit fonctionner ensemble. Ça se potentialise. C'est-à-dire que la technique va pouvoir faire de l'effet à partir du moment où il y a un ajustement au patient. Et ils l'ont fait avec la psychanalyse. Donc pour tous les psychanalystes qui me regardent et qui me disent que la psychanalyse ne s'évalue pas, elle s'évalue depuis des années. Et en Suisse, on l'a évaluée proprement et on s'est rendu compte que l'interprétation du transfert qu'on pouvait faire ne gagnait pas du tout, ne procurait pas le même effet chez le patient en fonction de là où on était relationnellement. Et que ça travaille de concert. Quand vous êtes un vrai clinicien, ce que je vous dis vous paraît évident, parce que vous savez qu'en fait, il y a des moments où vous pouvez et des moments où vous ne pouvez pas. Une deuxième étude confirme et reconfirme à coup de pioche dans la tronche, excusez-moi l'expression, que les techniques ne représentent pas 15%, mais 8%. Donc les 10 000 € de formation, vous les avez là, à ce moment-là. L'effet spécifique des techniques représenterait que 8%. Les facteurs communs représenteraient 70% et 22% seraient une partie indéterminée. Donc, ça vient nous confirmer. Alors, je vous ai mis une image de Alice au Pays des Merveilles parce que c'est ce qu'on a appelé l'effet dodo. C'est ce qui a été développé par Lester Nuborski, qui s'est intéressé à la psychothérapie analytique, qui est un énorme chercheur qui a fait les plus belles recherches et qui a expliqué que, et je vous en reparlerai si j'ai un peu le temps parce que je parle beaucoup, que les psychothérapies, finalement, comme dans l'histoire de Lewis Carroll, personne n'a pu démontrer une efficacité supérieure à... Aucune psychothérapie n'a montré de supériorité par rapport à une autre psychothérapie. Pour rappel, dans Alice au Pays des Merveilles, il y a un personnage imaginaire qui s'appelle le dodo, et puis il dit vous faites une course, vous tournez autour de l'arbre, vous commencez quand vous voulez, vous arrêtez quand vous voulez. Donc les animaux partent dans tous les sens, ça n'a aucun sens, on se rend dans un poulailler, puis à la fin ils s'arrêtent tous, puis ils disent qui c'est qui a gagné, et le dodo réfléchit, il dit bon, allez, tout le monde a gagné un prix. Et c'est ce que dit Lester Nuborski, on n'a jamais pu démontrer une supériorité statistique d'une thérapie sur une autre. Les problèmes que l'on a à se friter entre psychologues sont souvent dus à une conceptualisation médicale où on essaye de chercher un effet spécifique qui pourrait détruire un problème spécifique. Sauf que ça, c'est presque valable dans le domaine pharmaceutique. Alors dans le domaine humain, vous ne pouvez pas, ça n'est pas possible. Alors l'intégration, je vais vous donner rapidement la définition que je me suis ennuyé à faire. C'est l'assemblage de divers éléments, qu'ils soient théoriques ou pratiques. Donc ça vise aussi bien le rapprochement d'idées que de façon de faire, dans le but de former un tout original et pragmatique. Original dans le sens de singulier, dans le sens d'une thérapie qu'on incarne pour une personne à un moment donné de notre vie, avec notre style. Pragmatique dans le sens d'utile, d'adapter au patient. Pragmatisme, ça fait mal à l'oreille de beaucoup de psy français, mais pragmatisme est de faire un truc qui sert à quelque chose. Point barre. Visant plus précisément à former une pratique évaluative et thérapeutique plus efficiente pour le patient. Donc ça concerne les pratiques, mais également, et c'est très important, en amont, l'évaluation, le regard du clinicien. C'est de passer du « je ne crois que ce que je vois » à « je ne vois que ce que je crois ». C'est-à-dire que quand vous rencontrez une personne, il se passe 1 milliard de trucs dans votre tête, et d'une certaine manière, il y a des théories qui viennent, il y a des sensations, il y a des images, il y a des expériences, il y a de l'agacement, il y a du plaisir, il y a de l'envie, il y a du désespoir. Il se passe quelque chose et ça se modélise dans la tête. C'est pour ça que pour moi, le boulot de tout thérapeute, et encore plus quand on est dans une question intégrative, c'est de se dire mais comment je conceptualise ce truc-là? Qu'est-ce que je vois comme force, comme faiblesse, qu'est-ce que j'ai envie de travailler, qu'est-ce que je comprends. Et là, je suis à un carrefour parce que je pourrais utiliser ça, et pourquoi je voudrais utiliser ce truc-là? Et là, on commence à se poser la question de la fonction du symptôme. Moi qui ai travaillé en unité douleur et ayant pratiqué pas mal d'hypnose, qu'est-ce que vous demandent tous les patients? Supprimez-moi cette douleur. Sauf qu'il m'est arrivé à 2-3 reprises d'avoir des surprises de patients qui n'avaient plus du tout de douleur, miraculeusement. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe à ce point-là? Et avoir un patient qui est en difficulté à ce moment. Ce qui ne veut pas dire que j'ai fait une bêtise, ce qui veut dire que c'est une première demande et que ça doit ouvrir à autre chose. Et je dois réfléchir avant à ce qui s'est passé. Je dois l'anticiper.
Le dernier point, c'est que l'objectif, c'est de dépasser la mise en œuvre d'une seule pratique lorsque cette dernière ne permet pas ou seulement partiellement d'atteindre le but prédéfini. Ça veut dire, en gros, moi, je sais faire que ça en TCC, des colonnes de bec, et ben, je vais faire des colonnes de bec à tout le monde, et c'est parti. De toute façon, je sais faire que ça. C'est pas possible. Moi, je fais de l'hypnose, donc moi, je veux pas qu'on me parle. Tous les gens qui viennent, ils font de l'hypnose, point barre. Pas possible non plus. Vous voyez, c'est pas possible. Chaque point de vue est partial, il est limité par définition. Une vision comporte des angles morts par définition, c'est obligatoire. Si l'on voit tout d'une seule position, nous nous appelons tout simplement Dieu, mais prenons garde en retour de ne pas, ça c'est important pour les détracteurs qui n'ont jamais ouvert un bouquin sur l'approche intégrative, de prendre garde en retour de ne pas se prendre pour Dieu avec l'approche intégrative. Parce que le risque que je pense beaucoup de jeunes sont en train, vers lequel beaucoup de jeunes sont en train d'aller, c'est qu'ils veulent se former à tout ce qu'ils peuvent, et au final, ils ne sont pas plus aidés en fait. Ils ont plein d'outils. Vous savez, c'est le complexe du faux bricoleur. C'est-à-dire, il a un garage rempli, mais il ne s'en sert jamais. Et il a tous les derniers trucs, hein, mais il ne sait pas s'en servir. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème parce que d'une certaine manière, ça vient certainement rassurer le clinicien, mais que ça ne nous dit pas quand est-ce qu'il faudra l'utiliser, quand est-ce qu'il faudra à un moment donné peut-être tout simplement ne rien faire aussi. Il y a différentes façons d'intégrer. Je vais peut-être aller un peu plus rapidement là-dessus. Moi, j'ai expliqué qu'il y avait deux types, une façon préclinique et ou en situation. C'est-à-dire que quand vous faites de la thérapie des schémas de Jung, qui est new-yorkais, je crois, ou de l'EMDR, par définition, c'est censé avoir une portée intégrative. Donc, vous avez déjà un objet qui fonctionne comme ça. Mais, et ça m'intéresse un peu plus, vous pouvez être amené à fonctionner avec différentes postures en situation. Il y a 3 modèles qui existent. Le modèle d'éclectisme technique, le modèle d'intégration théorique et d'intégration assimilative. Je n'ai pas envie de faire non plus trop un cours, donc je vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais l'idée de l'éclectisme technique, c'est on s'en fout des théories. On a 2 possibilités. On utilise ce qui fonctionne. Donc, je ne vais pas me prendre le chou, je vais essayer un truc et c'est très pragmatique. Ou alors, et les Américains sont en train d'aller vers ça, on va utiliser des choses qu'on a essayées sur différents types de troubles. Donc, ça va orienter une sorte d'arborescence où je me dis, si j'ai de la trichotillomanie sur une jeune qui est dépressive, il y a quand même 8 études qui disent que cet outil fonctionne assez bien. Donc, je vais utiliser ce premier outil, après le deuxième, après le troisième. Bon. Il y a le modèle d'intégration théorique qui est très compliqué, puisqu'il dit dans l'absolu, il faudra réunir à peu près tout théoriquement. Sauf que, donc là c'est évident, l'inconscient freudien, pulsionnel, ne va pas avec l'inconscient cognitif de Beck. Ça ne va pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas dire que vous avez une conception de l'inconscient avec des pulsions et en même temps avoir l'idée d'un inconscient ericksonien qui dit l'inconscient c'est un réservoir de possibilités. Ça n'a pas de sens en fait, ça ne tient pas la route. Donc l'intégration théorique peut rapidement arriver à des limites, sauf si on ne veut pas tout intégrer absolument. Donc méfiez-vous, je ne vais pas citer des noms, mais il y a un ou deux écrits qui sont complètement farfelus, qui ont pour objectif de tout foutre dans le même panier. Et moi, je pense qu'à un moment donné, il faut respecter un peu les théories et les réalités, et on ne peut pas tout mettre au même plan. La question de l'intégration assimilative, c'est peut-être plus ma façon de bosser, c'est d'avoir une approche de base qui nous permet d'être en relation avec le monde et d'y ajouter des éléments au fur et à mesure. Donc moi, j'ai plutôt une approche phénoménologique, humaniste, systémique, c'est un peu ma base, et je peux y ajouter des éléments qui vont prendre sens dans ma façon de bosser, et je ne vais pas tout renverser dans une boîte en me disant on verra bien, quand ce sera l'heure de la panique, j'attraperai le premier tournevis qui me vient. Je vais passer là-dessus. Alors, il me reste 10 minutes. Donc là, j'ai un gros challenge. Je vais avancer. Je vais supprimer des choses. Non? Alors, la directrice me dit que je peux prendre du temps. Et puis en plus, je parle vite. Quand je m'écoute, je me dis c'est une catastrophe. Mais bon, ça permet de sélectionner ceux qui sont attentifs. Alors, pour des raisons historiques, c'est bon signe, c'est que la directrice aime bien ce que je raconte. Pour des raisons historiques, pourquoi on intègre? Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme expansion du nombre de psychothérapies. Un échec de n'importe quelle psychothérapie a démontré une supériorité en termes d'efficacité.
le manque de succès de n'importe quelle théorie à expliquer de manière adéquate et prédire la pathologie, la personnalité, les changements comportementaux, parce que c'est censé servir à ça, normalement, une théorie psy. C'est censé donner un éclairage au milieu du chaos de la vie. Il y a un accroissement du nombre et l'importance des thérapies brèves également. Ça peut permettre une meilleure communication entre les cliniciens et les universitaires et chercheurs, ce qui n'est pas une mince affaire et qui serait très intéressant à faire en France. Ça augmente la volonté et l'opportunité de mettre au point des expérimentations thérapeutiques. Parce que si vous êtes vraiment clinicien pur jus, ce que je suis devenu, moi j'étais assez universitaire et clinicien, maintenant je suis clinicien, bah parfois vous lisez des recherches et vous dites c'est vachement intéressant. Mais alors le lieu de contrôle chez les addicts, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et ouais, je fais quoi avec ça? Donc je pense que ça peut permettre à un moment donné de mettre du grain à moudre sur comment faire une recherche qui sert en finalité aux cliniciens. Il y a une demande croissante de documentation à propos de l'efficience des thérapeutiques médicales et psychologiques. Il y a une identification des facteurs communs dans toutes les psychothérapies qui sont reliées à un résultat positif. Et il y a de plus en plus d'organisations professionnelles, de réseaux, de revues qui concernent l'intégration. On peut intégrer pour se centrer sur les principes généraux. Marvin Goldfried, qui est l'américain comportementaliste qui a créé la CEPI, qui a écrit énormément de choses. Il a d'ailleurs révélé aussi un élément très important que les comportementalistes français devraient lire pour se défendre, que je vous révèle, c'est une exclue pour ce soir, qui explique qu'en fait, la TCC ne s'appuyait pas sur le DSM, en fait, du tout, sur une évaluation biopsychosociale propre, clinique à elle, et qu'aux États-Unis, on s'est calé sur le DSM, et qu'après, toute la TCC mondiale s'est calée sur le DSM, que c'était une bêtise, et ça a été reconnu par ceux qui leur ont mis le DSM de force dans les mains, les centres de recherche américains qui ont dit oui, en fait, finalement, on vous a limité sur quelque chose et ça n'a pas vraiment de sens. Il faut qu'on ouvre, il faut qu'on arrête avec l'utilisation pure et dure du DSM. Bon. Donc, qu'est-ce que nous dit Goldfried? Il faut que j'arrête de raconter sa vie. Il nous dit qu'il y a deux façons d'envisager la question d'intégration, soit par différents points communs des différentes psychothérapies, soit en imaginant qu'elle s'adresserait à des parts différentes du fonctionnement humain. Alors là, j'ai envie de vous dire, j'arrive pas bien à répondre à la question, mais je trouve que c'est pas mal délimité comme ça. Il nous dit avec un de ses collègues qu'il y a des points communs dans les psychothérapies, ça à voir, une conviction d'origine culturelle que les thérapies sont susceptibles d'apporter une aide voulue, la participation à une relation thérapeutique, la possibilité d'obtenir une nouvelle perspective de soi et de son univers, l'acquisition d'expériences correctives, la possibilité, je trouve ça important, de tester constamment la réalité, sur la réalité de terrain, voir ce que ça provoque. La deuxième façon d'envisager l'intégration, c'est de se représenter les différentes orientations comme visant certains aspects du fonctionnement humain et du processus de changement. Mais c'est complexe de vouloir expliquer le fonctionnement du corps humain d'une certaine manière en utilisant uniquement l'électrochimie, sans parler de la mécanique des fluides. Il n'est pas impossible que différentes théories abordent différents éléments complémentaires, d'une certaine manière. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien le schéma, mais donc ça, il l'a fait qu'un psychanalyste. Et donc, pour lui, comme je vous l'avais mis avant, je vous le remets. Hop, 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 vous avez vu? Vous voyez à droite, il y a des théories. Il y a au-dessus des stratégies ou des principes cliniques. Et après, il y a des outils. Si on pense à une métathéorie, c'est qu'on veut fusionner plusieurs psychothérapies. Donc lui, il se dit, finalement, il y a une orientation théorique, il y a des principes généraux, il y a des outils. Et il dit, dans l'approche psychodynamique, expérientielle ou comportementale, en fait, on veut faire la même chose, augmenter la conscience générale du sujet, mais par des outils différents, l'interprétation, le reflet, l'auto-observation. Alors évidemment, c'est un Américain, il dit ça, ça ne plaira pas à certains qui m'écouteront français. Mais je trouve que ce n'est pas inintéressant de se dire qu'il y a différentes voies qui peuvent mener à Rome et qu'on n'est pas obligé d'utiliser la 4 ou la 6 et la bouchée. Alors, ça, je l'avance parce que... Alors, il indique aussi qu'il y a des variables qui peuvent interférer avec la réduction des symptômes. Les variables associées aux symptômes des patients, d'autres problèmes des patients ou caractéristiques des patients, les attentes du patient, ses croyances à propos des symptômes, la motivation, le système social, qu'est-ce qui se passe dans la maison, le travail, etc., les problèmes et les limitations dans les procédures d'intervention
et les questions relatives à la relation thérapeutique. Pourquoi intégrer? Je vais utiliser un terme que j'aime pas, c'est le terme d'efficacité. Mais il y avait cette idée, rassembler tout ce qui concourt à un effet thérapeutique. Besoin de comprendre soit le plus vite, soit d'être le plus utile possible en utilisant tout le savoir existant sous nos mains. Alors évidemment, ça paraît tentant, mais on pourrait se dire qu'on va aller contre nature et qu'on essaye de créer une espèce d'objet surpuissant. Et je pense qu'on ne peut pas aller plus vite que la nature par moment. Il y a deux problèmes dans l'évaluation de l'efficacité des psychothérapies, c'est que les critères nosographiques employés sont particuliers. La catégorisation par type de fonctionnement familiaux peut exister en systémie, en thérapie familiale systémique, mais ça ne correspond pas au trouble du DSM. Ça ne correspond pas à l'évaluation de la structure de personnalité au sens psychanalytique. Donc, pourquoi je parle de ça? Quand on utilise le rapport INSERM, ça ne sert pas la TCC pour moi, ça ne sert personne, parce que dire qu'une thérapie systémique ne peut pas réduire l'anorexie en 3 séances, oui, mais peut-être qu'elle va travailler sur la problématique familiale qui va permettre que ça ne dure pas 48 séances avec un échec à la fin. Donc, la question, c'est la question de l'outil dont je vous parlais. Est-ce qu'un marteau, c'est bien? On s'en fout, en fait. Quelle est son utilité? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si la course est à la suppression du symptôme le plus rapidement possible, oui. Mais la question, elle ne se pose pas comme ça en tant que psychothérapeute. Il y a des moments où ça va prendre 6 mois. Il y a des moments où ça va prendre 3 séances. Et tout ça, ça ne va pas pouvoir se réduire simplement par notre volonté ou notre meilleur outil du monde. Alors, donc, on ne peut pas évaluer en soi des pratiques intégratives comme efficaces. Pour moi, d'une certaine manière, tout au mieux, on mesure un accordage entre le système du patient, le système du thérapeute et l'efficacité d'une adaptation d'un thérapeute à un sujet, à un trouble ou une situation. Je pense qu'à un moment donné, il faut être honnête, encore une fois, en tant que clinicien, c'est ce qu'on évalue, c'est ce qui se passe. Bien malin celui qui serait persuadé que son action a eu l'effet précis qu'il est en train d'observer. Un psychanalyste qui m'écouterait là depuis un quart d'heure, il me dirait « Ah bah oui, mais c'est le transfert ». Et je dirais bah, « Peut-être que oui, il y a un élément transférentiel qui fait changer un patient ». C'est d'ailleurs une des vignettes cliniques que je mets dans le bouquin. Moi qui étais en internat à Montréal TCC, quand j'ai évalué 6 troubles de l'axe 1 sur une patiente qui avait déjà vu plusieurs psys, je me suis dit « Qu'est-ce que je vais faire avec ce truc ?» Le superviseur me pose 6 bouquins énorme, évidemment, à la québécoise, anglais, 400 pages, et puis il me dit, tu lis ça pour la semaine prochaine. Je dis, bien sûr. Donc, je ne les ai pas lus, et je me suis dit, j'ai dit à la dame, je ne sais pas quoi faire. Vous avez vu des thérapeutes qui avaient l'âge de mon père, vous en avez vu 3-4, moi, je ne peux pas vous aider. Ce n'était pas une posture de ma part, c'est vrai. J'ai dit, je ne sais pas quoi faire. Et là, c'est amorcé quelque chose d'autre. Et là, la dame s'est mise en route autrement. Et donc, le superviseur, je fais un coucou, il s'appelle Claude Bélanger, il a rigolé, il a ricané et il m'a dit ça c'est bien un truc à la France, c'est bien un truc de français. Et je lui ai dit mais c'est peut-être du transfert qui s'est passé, parce que la dame avait perdu son fils qui avait mon âge. C'était l'hypothèse que j'avais à ce moment-là, mais j'en ai d'autres en fait. Mais on ne saura jamais. Mais il s'est passé quelque chose entre elle et moi, au-delà de devoir refaire la même chose. Alors, pour des raisons personnelles ou éthiques ou logiques, je vais vous lire ce qui est écrit. C'est une démarche qui est assez commune, probablement taboue et peu formulée. Personne ne fait un truc rigide en lisant rien d'autre que son truc. De toute façon, vous ne pouvez pas faire la même chose pendant 40 ans. Enfin, à un moment donné, ça s'appelle ouvrier chez Michelin, ça ne s'appelle pas psychothérapeute, quoi. Ah, il y a de la famille qui bosse chez Michelin. L'intégration, ça représenterait une stratégie pour surmonter la complexité et la nature confusionnante du changement. Selon Louis Castonguay, donc vous entendez le nom québécois qui s'est vite barré aux États-Unis pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir écrire et travailler là-dessus. L'intégration, c'est un mode de pensée, c'est une ouverture, c'est une culture des autres modes de pensée, afin d'aider au mieux chaque patient et de faciliter la rencontre. La désensibilisation systématique, si elle est accompagnée d'un intérêt pour le vécu intérieur du sujet, ça n'est pas une simple technique de manuel, ça peut également devenir une source d'insight ou de prise de conscience. Toute méthode en apparence comportementale peut améliorer, promouvoir une prise de conscience, par exemple.
les techniques comportementales, je vais vous citer un auteur, permettraient de réduire les obstacles à l'introspection en éliminant, en réduisant un symptôme trop présent sur le devant de la scène du patient ou en diminuant l'anxiété provoquée par l'exposition à certaines pensées. Alors oui, il y a une collègue qui est en train de dessiner sur mon tableau. C'est ça la modernité, les nouvelles technologies. On est dans un centre de nouvelles technologies. Ben voilà. Ces techniques permettent aussi de répondre à la demande parfois temporaire de solutions concrètes mais utiles pour certains patients. Ça, c'est Paul Wachtel, c'est le deuxième qui a créé la CEPI, et lui, c'est un psychanalyste de psychanalyste. Inversement, une exploration plus analytique des motivations et angoisses, ça pourrait permettre de comprendre pourquoi le patient ne s'engage pas dans des méthodes comportementales. On arrive vers la fin, il reste 3 diapos, donc c'est très bien. Alexandra, je serai à peu près dans les... En plus, je serai bien. Ça me permettra de répondre à des questions. Parce que pour moi, ça, c'est la partie la plus intéressante. Parce que je suis clinicien. Parce que les autres sont moins pertinents. Pourquoi intégrer? Pour interroger la pratique clinique. Je vous rappelle que je n'ai pas d'action dans un groupe, dans un centre particulier, dans une formation, dans une approche théorique ou technique, je m'en fous. J'ai traversé ces mondes-là à plusieurs reprises et je pense qu'avoir une vision intégrative, ça permet d'interroger ce que c'est que l'acte clinique. La majorité des psychothérapeutes pratiquent du sur-mesure et en s'inspirant de ce qui existe autour d'eux et de leurs orientations officielles. C'est important de discuter, de réfléchir et d'argumenter sur toute la multitude d'interactions qui existent entre ces théories, ces stratégies, ces outils, mais aussi les positionnements internes qui émergent des rencontres cliniques dans l'esprit du clinicien. Donc, je vais vous expliquer ce que je veux dire. Ça doit permettre d'évoquer les mécanismes en jeu qui vont transformer votre intuition de clinicien, mais aussi votre analyse en concept. Votre concept rattaché à une certaine théorie, cette théorie incarnée dans votre pratique, de manière concrète. Historiquement, l'intégration, c'est plutôt matérialiste, ça part des pratiques, mais c'est, je pense, une façon d'interroger nos pratiques entre elles, ce qu'elles méritent de leur proposer une base commune plutôt que d'essayer une critique du modèle par le modèle lui-même. Il faut savoir qu'une théorie se confirme toujours. Si un symptôme réapparaît pour un psychanalyste, vous connaissez la rhétorique habituelle, substitution de symptômes. Pour la petite histoire, les psychanalystes ont commencé à dire ça quand les comportementalistes ont pratiqué et les comportementalistes leur ont répondu « mais nous, on n'en voit pas ». Donc à un moment donné, si vous vous en voyez, c'est peut-être vous qui n'arrivez pas bien à pratiquer. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils ont commencé à se prendre la tête. Bon. Et j'ai envie de dire, si un symptôme revient, l'approche cognitivo-comportementale a des explications. Elle va vous dire qu'il va falloir repartir sur un renforcement à tel endroit, etc. Donc chaque théorie en elle-même a toujours une explication du pourquoi et du comment qui ne s'arrête jamais. Donc pouvoir comparer, je trouve que c'est intéressant. Repartez avec l'idée de mon patient qui n'est pas là pour promouvoir votre méthode, mais qui est là pour aller mieux en fait. Pensez à ces patients qui restent 15-20 ans et qui ne progressent pas. On a toujours une explication, mais est-ce que c'est la réalité? Un clinicien, il doit être en capacité d'exprimer ses choix. Alors ça continue, hein. Il y a une dame qui s'amuse à mettre des coups de stylo sur mon truc. Alors, en plus, ça m'a coupé dans mon idée. Mais c'est important ce que je... Mais c'est bien parce que vous avez tiré un trait sur là où je voulais aller. Donc, connotation positive, voilà. La psychothérapie, pour moi, avec les années, devient un problème parce que ça devient un objet de consommation, de plus en plus. Et je crois que sous ce vocable de psychothérapeute, se niche de plus en plus de professions. Les psychothérapies peuvent être dispensées par le psychiatre, par l'infirmière, par le psychologue, par le psychanalyste, par tout ce qui bouge. Et d'une certaine manière, je crois que ça vient réinterroger l'idée que on n'est pas psychothérapeute uniquement parce qu'on sait utiliser un outil. L'outil est parfois trop mis en avant et on s'est formé à telle ou telle chose. Ce qui arrive, on arrive vers la fin, à la conclusion. Pour moi, un clinicien, un psychothérapeute clinicien se caractérise par une référence à un ou plusieurs modèles. Oui, parce que vous faites oui de la tête, mais il y a des gens qui se réfèrent à rien. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas besoin de référentiel théorique.
Mais moi, je suis très embarrassé par ça. Une capacité d'entrer en relation, entraîner la mise en route d'un processus. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Je l'ai senti à travers plusieurs approches. C'est comme ça que je le perçois en tant que clinicien. Je suis là pour mettre en route des processus. Je dois me battre comme un âne parfois, ou être rusé, ou être créatif pour mettre en route un processus. Le moteur du changement étant le patient, je ne suis qu'une courroie de distribution. Point barre. Et c'est une réflexion permanente entre les actes que le clinicien observe et ceux qu'il déploie intentionnellement, et une des théories. Je suis agacé durant une consultation par la personne qui est déprimée. Qu'est-ce qui m'arrive? Si vous ne pouvez pas vous poser la question et que vous réutilisez un outil, vous n'êtes pas psychothérapeute. Vous êtes fatigué, mais il ne faut pas me refaire ça l'heure d'après et il ne faut pas me faire ça pendant une semaine. C'est normal, vous êtes en burn-out. Si ça fait partie de votre personnalité, de votre façon de bosser, vous n'êtes pas psychothérapeute. Donc je suis fatigué, j'étais très en forme, là je suis fatigué, je suis agacé, la dame pleure, plus elle pleure, plus j'ai envie de la gifler. Il y a un problème. Peut-être, dans mon référentiel à moi, qui suis plutôt systémicien, je me dis qu'est-ce qui se passe en termes de résonance? Qu'est-ce qui indique quelque chose qui provient du système de la personne? Elle est en train de m'amener à possiblement ne plus l'écouter. Et donc, en tant que clinicien, je vais lui dire, écoutez, pour être honnête avec vous, j'ai du mal à vous entendre depuis 5 minutes et j'ai l'impression que vous parlez dans le vide, etc. Et vous avez l'impression que je vous écoute depuis tout à l'heure. Et là, la dame de me dire, mais c'est l'histoire de ma vie, tout le monde s'en fout de ce que je raconte. Là, je suis plus fatigué, je suis plus énervé, je vais beaucoup mieux parce que je viens de mettre du sens sur quelque chose. Et j'ai lâché mon tournevis, qui est un super tournevis que j'ai acheté très cher. Je le pose et je me dis, ah, là, on est dans la problématique. Il n'y a plus de question d'outils, en fait. Il y a une question de réflexion. Et c'est là où le clinicien peut devenir, j'ai envie, je vais le dire un peu bêtement, un outil par essence, mais qu'il doit faire tourner. Si ces éléments ne sont pas présents, ces quatre points, nous n'avons pas affaire à un clinicien, mais à une machine dont on jugera de son utilité. Et c'est ce qui risque de se passer dans les années à venir. Pour l'instant, quand je fais des prédictions sur la thérapie, je ne me plante pas. J'espère que je me plante cette fois-ci. Mais les gens se forment à plein de trucs. Et puis, quand ils arrivent en supervision vers moi, je me dis, waouh, elle a 2 fois plus de diplômes que moi et elle ne sait pas quoi faire avec tous ces trucs. Elle n'a pas écouté, elle n'a pas senti. Par contre, elle a utilisé le MDR, la TCC dans tous les sens. Moi, j'ai de plus en plus de dames qui viennent me voir parce qu'elles se sont senties grosses et moches et qu'elles ont un problème d'estime d'elles-mêmes et qu'elles ont fait de l'MDR pour ça. Moi, je suis embarrassé parce que le MDR, a priori, n'est pas fait pour ça. Vous voyez? Donc, à un moment donné, ça pose la question de la clinique armée ou à main nue, comme on dit chez les psys. On parlait d'armée pour l'utilisation des tests, mais j'ai envie de dire, peut-être que la rencontre clinique, c'est une rencontre à main nue déjà. Donc, il faut pouvoir faire de la place dans sa tête, pouvoir écouter ce qui se passe avant de vouloir intervenir le plus vite possible. Ces obsessions de l'efficacité nous foutent dedans et l'approche intégrative, pour moi, ne doit surtout pas arriver à ça. Elle doit justement questionner qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je vois, comment je pourrais étiqueter ces différentes choses, vers quelle trajectoire je pars, comment je reprends ma trajectoire et j'en prends une autre. Qu'est-ce que ça fait de changer de mon point de vue? À ce jeu-là, si on continue, l'humain disparaîtra, mais pas simplement celui qui demande du soin, également celui qui l'administre. Pour moi, comme je vous le disais, une théorie, ça retombe toujours sur ses pattes comme un chat. Donc, il faut pouvoir comparer à un moment donné. Je voulais vous dire quelque chose que j'ai oublié, ce qui tombe très bien. Ça va permettre à Alexandra de se faufiler et peut-être de me dire s'il y a des questions, des choses, ou ce sera peut-être sa collègue. Alors moi, j'ai des questions, s'il n'y en a pas, pour les gens, mais allez-y. Non, mais on va commencer peut-être par les petites questions. Oui, alors les questions peuvent être directement posées sur le chat et puis ça va être lu par la directrice du centre qui va solennellement nous... C'est à moi de le faire, c'est ça? Non, je peux vous lire la question. Alors, la première chose, elle a été posée pendant la présentation. Ouais. Alors, ouais. Comment se former à la psychanalyse? Il y a des formations dans les autres domaines, mais psychanalyse. Comment se former à la psychanalyse? Comment se former à la psychanalyse? Alors, si c'est un psy qui pose la question, c'est une question piège. Bah, simplement en se présentant à une école et puis en se mettant sur le divan
et puis suivre ce que j'appelle une supervision, mais qu'on appelle un contrôle, auprès d'un aîné, et puis on présente un mémoire, et ça dure des années, et c'est un travail sur soi, et ça se fait pas en claquant des doigts. Est-ce que c'est une psychothérapie? C'est une autre question, mais comme vous ne me l'avez pas posée, j'essaierai pas d'y répondre. Voilà. Non, 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 non. C'est pas vous qui posez les questions, madame. Non, non, ça va être très long. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, non, c'est pas intéressant pour moi. Je vais rajouter peut-être une question après. Ouais. Dites-moi si je peux répondre. Répondu collège de psychanalyse, freudienne ou lacanienne, par exemple. Oui, ben vous voyez, en France, c'est l'un ou l'autre. Mais en fait, il y a plein d'autres choses. Mais on avait parlé. Oui, il y a d'autres choses. Pragmatique. Oui, des associations, la Société psychanalytique de Paris étant la plus renommée, connue. Ouais. Forme à la psychanalyse, comprenant une psychanalyse personnelle, des séminaires et des rendus de travaux à visée d'évaluation. Ouais, vous avez des questions et des réponses? Ah, oui. Alors, je vous laisse chercher une super question. Non, mais sincèrement, je vous pose une question pendant que ma collègue est en train de chercher une question pour laquelle vous n'avez pas donné de réponse. C'est le charme de l'impro. Quel processus actif, selon vous, jouerait un rôle dans ces psychothérapies? Quel est le processus actif dans l'analyse transactionnelle, dans le MDR, dans la Gestalt, dans la MBCT, dans l'ICV, le CIBASP, le FT, la psychanalyse? Il faut vous poser la question. Pour le MDR, c'est de l'hypnose. Mais pour d'autres, c'est du brédisme. Pour d'autres, c'est de la désensibilisation systématique. On ne sait pas, en fait. On sait que ça marche dans certaines situations, dans certains cas. Notre question, un outil peut-il fonctionner sans théorie? Alors, la question est très simple. Mais si vous allez au bout du truc, et si j'écris un bouquin, c'est qu'il y a de quoi se prendre la tête. Mais est-ce qu'on peut utiliser simplement un outil? Est-ce que votre boulanger peut utiliser l'association libre et vous aider à avancer sur quelque chose? Ou est-ce qu'il faut que ça se fasse avec un psy, avec une théorie, avec un accompagnement? Question peut-être un peu bête. Est-ce qu'on intègre pour soi ou est-ce qu'on intègre pour les patients? Grosse question, quand même. Je vous en pose encore deux et Alexandra, je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui nous dit que l'on doit persister avec une théorie ou plutôt en changer? Est-ce que c'est le patient qui résiste ou est-ce que c'est le praticien qui persiste? Ben oui, parce qu'en fait, elle n'est pas exactement dépressive, elle est aussi anxieuse et puis elle n'a pas envie de faire mon outil, donc je le réutilise. D'où les écrits, les recherches que j'ai faites sur l'alliance thérapeutique. Qu'est-ce qui est en train de se passer relationnellement et qu'est-ce que moi je suis en train de faire à vouloir essayer de régler un problème qui manifestement ne fonctionne pas malgré que mon tournevis coûte 499 €. Et je le refais. Est-ce que c'est moi qui persiste? Les Américains pensent comme ça assez souvent. Ils se demandent quelles sont les compétences des gens. Ils se disent il faut qu'on s'adapte. Les Européens et les Latins sont plutôt en train de se dire c'est le patient qui a un problème, c'est lui qui résiste. Dernière petite question, est-ce que l'on répond aux demandes ou aux besoins des patients? Alexandra, je vous écoute. C'est les questions, il n'y a pas de réponse. Alors, la personne qui faisait des petites traces rouges, on ne sait pas comment, ne trouve pas la gomme. Ah, bah merci. Ça, c'est la conversation pour les... Merci d'avoir essayé, en tout cas, elle a essayé. Bah, en tout cas, elle a essayé de gommer, mais en utilisant le stylo à un moment donné. Alors, cette approche peut également concerner d'autres professions. Donc, l'approche intégrative sur d'autres professions. En boulangerie? Par exemple. Pourquoi pas? À penser. En cuisine? Ah. Bah oui, c'est la couverture du bouquin. Ah oui. J'ai été cuisinier à un moment donné après mon doctorat, donc je suis parti là-dessus. Forcément, en cuisine, c'est vachement bon un bon bœuf bourguignon, mais dans les règles de l'art, quoi. Et puis de temps en temps, on n'est pas obligé de mettre des conneries comme du yuzu, tout ça, mais on n'est pas obligé de faire de la cuisine moléculaire avec un bœuf bourguignon, mais de temps en temps, une petite saveur un peu asiatique, une petite saveur un peu sucrée, ça peut être intéressant. Mais la question, c'est à quoi ça sert? Est-ce qu'on fait de l'original pour faire de l'original? Est-ce que ce sera bon? Et puis surtout, est-ce que ça, comme dirait Etchebest, ça sert à quoi ton truc, quoi? Bah oui, parce que faire un truc que l'autre fait déjà, vous savez bien que les écoles se fondent aussi parfois en montrant qu'elles sont meilleures, différentes, et en fait, vous lisez le mode d'emploi derrière la bouteille, c'est la même composition.
mais ce n'est pas le même marketing. Bah, évidemment. Une nouvelle thérapie révolutionnaire, tout le monde court, c'est toujours les mêmes mouvements, ça fait 15 ans que je vois ça. Les gens courent, le Figaro, le Monde, l'IB vous disent c'est bon, on a réussi à régler les problèmes de toute la Terre entière en appuyant sur un bouton. Et puis en fait, vous n'en entendez plus parler. Puis 2 ans après, les retours des collègues, des patients, puis les articles n'existent plus trop, quoi. Et oui, parce que ça a bien marché pour des gens, mais ça n'a peut-être pas révolutionné tout non plus. Donc il y a la question de est-ce que ce que je fais va aider le plus de gens sur cette planète, ou est-ce que à chaque rencontre, ce que je fais peut servir aux gens que je rencontre? Et là, on confond. On confond quoi. Le tournevis peut servir à plein de choses, mais quand vous avez un pas de vis particulier d'iPhone, eh ben là, il ne sert à rien. C'est ça la question. Ben, c'est ça qui ne sert plus à rien. Il sert à tout, mais il ne sert pas à ce que je veux. Une autre question peut-être? Ou il n'y en a pas? Où est la gomme? Non. C'est un running gag pour ce soir. Comment faire la part des choses entre se former à tout et faire un boogie-booga et élargir sa grille de compréhension pour mieux s'adapter aux patients? Mais je pense qu'il faut partir du besoin du thérapeute. On n'en parle pas. Le confort du thérapeute. Le thérapeute qui n'est pas confortable ne peut pas bien travailler. Donc, si vous êtes amené... Vous voyez, par exemple, dans le champ de la protection de l'enfance, la TCC, moi j'ai une culture TCC, j'ai pratiqué un peu, ça sert pour la question de l'apprentissage et du conditionnement dans une famille. Mais en soi, ce format la TCC, parce que vous allez en protection de l'enfance, ça ne sert à rien. Par contre, avoir une vision analytique ou systémique, ça fait une différence. Quand vous travaillez en douleur, par exemple, l'hypnose est bien plus intéressante parce que c'est une méthode psychocorporelle. La TCC peut être intéressante, mais pas dans tous les cas. Donc, je crois que la question, c'est dans quel champ je suis, de quoi j'ai besoin, puis pourquoi j'ai besoin de ce truc finalement. Est-ce que je vais éradiquer le plus de traumatismes le plus rapidement possible? Je ne cite pas trop de critiques, mais il peut y avoir des méthodes dont on entend beaucoup de bien et qui finalement ne donnent pas forcément beaucoup de retours très positifs. Mais ce qui ne veut pas dire que la méthode n'est pas bonne en plus. C'est que moi, je pense que beaucoup de cliniciens n'utilisent pas les bons outils, pas au bon moment, pas de la bonne manière. Quand on me dit « Ah, bah, j'ai fait de l'EMDR, mais franchement, ça n'a pas marché », je ne peux pas me dire que l'EMDR ne marche pas en fait. Je peux me dire que pour une personne, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'était peut-être pas adapté, pas au bon moment, pas amené de la bonne manière. Moi, et vous l'avez certainement vu si vous pratiquez, vous êtes psy, on vous dit moi j'ai déjà vu 3 psys, ça ne sert à rien. Et puis il se passe quelque chose avec vous. Donc les psys servent à quelque chose alors, c'est ça que ça veut dire? Non, ça veut dire que votre rencontre avec cette personne a permis qu'il se passe quelque chose. La généralisation, c'est le problème aussi, derrière tout ça. C'est pour ça que la question intégrative, pour moi, si on veut évaluer une approche intégrative, par exemple, c'est d'évaluer pas à pas ce que je suis en train de faire, ce que je ressens, les outils que j'utilise, l'adaptation en face, la danse thérapeutique qui est en train de se passer avec une personne. Ça vous fait réfléchir? Vous avez une question peut-être? Non. Bah, dites-moi une question croustillante. Un truc est-il possible d'avoir le diapo et les gens qui mettent des coups de gomme, ils n'auront pas. Donc oui, hein, on va poster l'enregistrement de la conférence sur la chaîne YouTube du centre CTINT, tout à fait. Alors, question suivante. Excusez-moi. Vous dites que vous allez le poster, mais sur votre site ou sur la discussion? Sur la chaîne YouTube du centre de thérapie intégrative. Mais ce sera aussi sur les réseaux sociaux, sur le site du centre, sur LinkedIn. Bonjour madame. D'accord, bonjour, merci beaucoup alors. On va tellement le partager que vous tomberez dessus forcément ou un collègue va vous le partager. D'accord, bah merci alors. Sinon, vous m'envoyez un mail directement. D'accord. Alors, question suivante. C'est quoi votre mail? J'ai une autre question, Alexandre. La question du timing, c'est important quand même. Que conseilleriez-vous aux étudiants en psycho? Ah, oula, je sais. Qui voudraient avoir plus tard une pratique intégrative? Bon, le conseil que je donne à tout le monde, et il est très simple, hein, il n'est pas compliqué. Vous prenez 3 auteurs dans chaque approche et vous les lisez, point barre. La majorité des étudiants en psycho, moi j'ai enseigné dans 6-7 facs, c'est toujours le même truc, hein, pour trouver quelqu'un qui a lu Rogers, je ne vous raconte pas.
La systémie, personne n'a lu. L'hypnose, que dalle. C'est tout. En psychanalyse, on vous dit que l'hypnose, c'est pas bien, alors que Freud l'a utilisé très, très, très longtemps et beaucoup plus longtemps qu'on le pense. Donc, il y a cette question, c'est que les gens, enfin, les étudiants apprennent psychanalyse, TCC, voilà. Si je suis tombé dans la question intégrative, c'est parce que j'étais le seul idiot à demander à ma première fac à Nanterre le bouquin d'Erickson qui était dans les archives que personne n'avait emprunté et qu'on allait foutre à la poubelle. Pareil 8, c'est pas dans la classe. Évidemment, mais Pareil 8 peut être intégratif, il n'y a pas de souci. Il y a Alain Blanchet, il y a tout ça, je connais tout ça. C'est très bien, mais la question c'est moi, est-ce que j'ai lu? Et donc il faut avoir lu Mara Salvini une fois dans sa vie, ou Andolfi, il faut avoir lu Rogers, il faut avoir lu Minuchin dans Systémie. Voilà, il faut avoir lu Erickson, Milton Erickson. Si un psychologue n'a jamais lu Milton Erickson, moi ça me déprime complètement. C'est ça Alexandra, vous ne l'avez pas lu? Il faut lire. Il faut le lire une fois. Il faut le lire une fois. Rogers aussi, le bouquin Le développement de la personne. Quand vous êtes un clinicien un peu désengagé des prises de tête, vous lisez Rogers, c'est pas possible que vous disiez que ça va pas ce qu'il raconte. Forcément, vous vous dites, il dit quelque chose. Il y a un truc que je sens là, chez Rogers. Et là, vous savez que c'est un vrai clinicien qui a écrit. C'est un truc indéfinissable. Vous voyez? Donc, il faut avoir lu déjà, parce que pour moi, en fait, on a créé des fausses vocations. Je suis sûr que si on lisait tout, on ne ferait pas les mêmes choix. Quand vous allez au Québec, il y a 3 à 4 courants et vous tapez un peu de psychanalyse, un peu de TCC, un peu d'approche humaniste. Et ce n'est pas négociable. C'est pour votre culture personnelle. Donc quand vous n'avez pas de culture, forcément, vous ne faites pas de choix. C'est ça le souci. Un autre truc au Québec, quand j'étais en cours, qui était très important et qui ne se fera jamais en France tant que la France existera sur cette planète, qui était bien dommage, c'est qu'on faisait des débats. Alors, les débats à l'américaine, pas les débats français qui veulent rien dire. Des débats à l'américaine. Des arguments, tu as 2 minutes, tu parles, j'ai 2 minutes, je parle. Et donc, la prof disait, bon, bah, alors vous allez défendre, Maximilien, l'intérêt de l'approche cognitivo-comportementale dans le traumatisme, et puis vous, David, vous ferez la même chose sur la psychanalyse. La semaine prochaine, vous nous développez vos arguments. Donc, je vais vous donner une exclue. Qu'est-ce que répondaient les Français en échange avec moi? Ah, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule. Moi, je suis psychanalyste, la TCC, ça me gave. Déjà, vous dites ça à un Québécois, il dit comment? Et il dit, mais c'est la règle. Les Québécois s'astreignaient à ça. Et donc, je vais vous dire, moi, je commençais avec des débats où je me disais, mais franchement, déjà, j'y crois pas. Et en même temps, j'y crois pas, mais je connais pas bien. Donc, je vais lire. Puis vous intéressez. Puis après, vous vous dites, bon, bah, c'est pas mon truc, mais c'est vachement intéressant, en fait. La culture, on devrait forcer, quand on a bac plus 8 ou bac plus 5, bac plus 8, on devrait forcer les gens à lire d'autres choses que toujours les mêmes livres, en fait. Après, pour moi, on ne devient pas psychothérapeute à bac plus 5 en sortant, malgré ce que le gouvernement a mis en place à un moment donné. La culture, elle continue, en fait. Donc, il faut aller chercher les bouquins qu'on n'aurait pas pris l'habitude de lire. Il faut lire tout ce qui passe sous la main. Et puis, si on a l'impression que c'est toujours les mêmes profils de personnes qui écrivent ou c'est toujours les mêmes approches, il faut sortir ailleurs. On ne peut pas avoir une vision purement analytique de la protection de l'enfance, c'est triste. Une vision purement systémique, ça peut être triste aussi. Tout ça vient enrichir. Et après, on fait des choix. Donc voilà mon conseil à tous les étudiants. Allez chercher des bouquins ailleurs. Il y a des auteurs magnifiques, il y a des mondes que j'ai découverts. Et je vais vous dire, c'est même un prof à Nanterre en 2e année qui nous a poussé à ça. Il nous a dit, nous avons 12 cours. Aujourd'hui, c'est le premier. Il en reste 11. Il y aura 11 thérapies qu'il va faire présenter. Et vous avez 10 minutes pour vous foutre dans des groupes et pas une de plus. Donc il y avait hypnose, Erickson, Chertok, qu'est-ce qu'on a pensé Freud, la TCC, la pleine conscience. Il y avait tous ces trucs-là. Donc forcément, on est allé chercher. C'était un chargé de cours, pas un maître de conf. Et puis, c'est le seul qui a impulsé ce mouvement-là. Et je trouve qu'il faut pouvoir lire. Il faut avoir cette culture. Moi, si je crache sur un truc, je veux donner des arguments. Je ne peux pas simplement avoir une posture idéologique. Ces guerres de chapelle continuent malheureusement à continuer en France. Ça continue perpétuellement. Ce rapport entre psychanalyse et TCC est très français, puisqu'on est dans une caricature de la TCC et une caricature de la psychanalyse. Ben oui. Lorsque vous donniez l'exemple de la dame déprimée, vous posiez l'accent sur le fait d'observer ce qui se passe en soi pour ensuite trouver la problématique? Oui, alors quand on est dans la question de la résonance, on se demande quelle est la fonction de ce que je ressens pour la personne en face de moi.
Ça, par exemple, c'est les écrits de Monier El-Kaïm, qui nous a quittés il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps. Il y a un grand systémicien qui est plus connu à l'étranger en plus qu'en France, alors qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie. Et ça, c'est le concept de résonance, qui est une version prolongée de la question du transfert et qui s'insère parfaitement dans la théorie systémique. Voilà. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours faire pareil avec tout le monde, mais à un moment donné, le clinicien n'est pas simplement un ouvrier, il applique des choses d'une certaine manière, en fait. Oui. Au bon moment, peut-être pas de la bonne manière, et donc il doit forcément devenir le véhicule de sa volonté, et pas simplement un passager passif, quoi. Après, il y a quelqu'un qui a écrit « Travail sur les émotions, point commun ». Je ne sais pas qui a dit avocat. Avocat. Alors, puisqu'il propose le concept d'association libre, le premier mot qui me vient, c'est Greenberg, donc américain, Leslie Greenberg, sur la thérapie centrée sur les émotions. Donc, en Suisse, il y a des bouquins sur ça. Voilà. Comme je n'ai pas compris la question, je vous donne des mots qui me viennent avec. Alors, finalement, question suivante. Ce qui est important, c'est de créer les conditions qui vont favoriser la rencontre clinique. Ouais. La théorie serait donc un cadre qui protège le patient et le psychologue. Je ne sais pas si ça protège, c'est de l'huile dans le moteur. C'est de l'huile dans le moteur qui va permettre de mettre du sens sur ce que je vois, sur notre parcours à tous les deux. Il n'y a pas que ça, il y a aussi la problématique du patient à comprendre. Vous voyez ? Quand vous vous retrouvez à vouloir utiliser un outil et que vous êtes en confiance et que ça ne marche pas, il faut pouvoir se poser la question de la problématique. Le patient qui veut être aidé et qui disparaît quand on va l'aider. Le patient qui a besoin de nous mettre dans une posture agressive alors qu'en fait, on ne l'est pas du tout. Le patient qui, plus vous le comprenez, ne se sent pas compris. Ça, c'est des problématiques, un terrain glissant sur lequel vos outils vont disparaître. Donc, être simplement technicien ne suffit pas. D'ailleurs, quelqu'un a dit « J'adore cette métaphore des outils de bricolage ». Bah oui, c'est gentil, vous la remercier. C'est une femme, hein, c'est pas un homme qui a dit ça. Probablement. Un homme. C'est vrai? Vous dit, non, suivante. Ah non. Les outils, approches, méthodologies, théories ne sont-ils pas liés à la conception que le praticien, le psychologue a du sujet? Si, évidemment. C'est pour ça que ça vient prolonger ce que je dis, à savoir, mais finalement, je suis fait pour quelle approche? Oui. Ouais, j'ai été interrogé lors d'un stage quand j'étais en 3e année. J'étais à l'hôpital Henri Mondor en psychiatrie et j'avais quelqu'un qui est formateur à la FTCC et qui m'avait dit j'ai une oreille analytique, qui faisait passer le Rorschach en méthode Exner et psychanalytique et qui me parlait de transfert et de contre-transfert, qui était formateur à la FTCC. Je me suis dit, mais. Et qui utilisait de la TCC, des outils TCC, etc. Et je me suis dit, c'est bizarre, je comprends rien, ça n'a aucun sens. Puis en même temps, je crois que les gens sont assez contents et ils travaillent. Et donc, je me suis dit, il y a un problème là. C'est-à-dire qu'en mélangeant des choses, parfois ça marche. En les mélangeant pas aussi, ça marche. Ça devient confusionnant. C'est un début d'hypnose, c'est normal. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'experts en protection de l'enfance qui font des analyses des deux parents ensemble. Donc, comment analyser les rapports et les relations entre eux? Les thérapies intégratives sont-elles possibles en matière de violence domestique? Il n'y a pas besoin d'avoir une approche intégrative par rapport à ça et on peut très bien faire une évaluation des deux parents, en fait. C'est très intéressant parce que j'ai eu l'échange avec une avocate dans mon département qui me propose de travailler exactement sur ces problématiques-là ce matin. Et il n'est pas question d'approche intégrative à un moment donné. Quand on est dans une approche systémique, on n'est pas obligé d'avoir tout le système en présence. Et donc, ça suffit largement. Là, on est dans le cadre de la psychothérapie. On n'est pas forcément dans le cadre d'une évaluation clinique, en fait. Une avocate qui parlait des émotions en commun. Ah, c'était, oui, c'était ça. C'est ça, avocat. J'ai pas compris. Quelqu'un a dit bravo. Ah, bah c'est gentil. Voilà. Ensuite, Rogers pensait que trop d'outils dans la boîte empêchaient le clinicien d'être vraiment à l'écoute. Clairement, hein. Clairement, puisqu'il est plutôt centré sur les capacités relationnelles, en fait. Ce qui pose un souci, parce que je vais vous dire le deuxième souci de Rogers, que Rogers c'est un des psys les plus appréciés aux États-Unis, et il pose un sérieux problème. Il n'a pas d'outils, donc il arrive presque à poil, et en plus, il ne fait pas de diagnostic. Donc, sauf vers la fin où il définissait quand même que certains patients avec des profils très durs, psychotiques, etc., c'était autre chose. Mais il arrive, il n'a pas d'outils, pas de diagnostic. Et pourtant,
il se passe vraiment quelque chose. Et ça fait partie des trucs que moi j'ai pu lire au fur et à mesure de ma formation et quand j'ai été professionnel, et je me suis dit, mais ah bah alors lui, en fait, il arrive, il a rien, il se passe quelque chose aussi, quoi. Donc il faut se former à rien, c'est ça? Quand François Roustan, qui est hypnothérapeute, qui est décédé il y a quelques années, qui était psychanalyste avant, dit qu'il suffit d'attendre, qu'il faut ne rien faire. Moi, quand j'ai eu une fois en supervision, je peux vous dire que ça fait bizarre. Parce que vous voulez faire un truc, et lui vient proposer avec l'hypnose une façon de faire qui est, comment dire, détachée d'un outil, qui est simplement sur la présence à soi-même. Donc ça aussi, ça vient nous mettre en difficulté si on est obsédé dans une perspective médicale à avoir un diagnostic et un outil pour casser le problème. Ça vient mettre un peu de difficulté dans nos réflexions. Mais c'est des réalités qu'il faut prendre en compte. Y a-t-il vraiment réponse à vos questions? Si oui, quelle serait-elle? Alors, je ne sais pas si je vais avoir une seule réponse précise, mais parce que en fait, ce n'est pas simplement vicieux ce que je fais. D'une certaine manière, je crois que c'est pour inviter les gens à réfléchir à chacune des situations. Est-ce que je suis en train de résister? Enfin, est-ce que c'est mon patient qui résiste? Est-ce que c'est moi qui exagère? Ça, c'est important notamment. Et il n'y a pas de réponse définie à ça. Il y a des moments où on devrait persister alors qu'on lâche trop rapidement l'affaire. Et il y a des moments où, en fait, la personne ne résiste pas, elle se défend légitimement face à un thérapeute qui est trop pressé. Et Roustan le disait souvent, l'angoisse du thérapeute. Il le dit très bien d'ailleurs sur les séances d'hypnose. Il dit il y a beaucoup de thérapeutes qui vont susciter une angoisse du patient et qui vont se barrer en courant. Pour vous faire une métaphore, c'est exactement comme dans Batman Begins. Il fait avaler à Bruce Wayne sa peur et il lui dit « laisse-la te traverser ». Ils ont piqué ça à François Roustan pour moi, parce que c'est ce que fait François Roustan. Vous vous sentez en train de mourir et il demande à la personne de vivre ce truc jusqu'au bout de la mort. Mais la personne ne va pas mourir, quoi, cliniquement, il faut se détendre. Mais elle est en train de traverser quelque chose. Si le clinicien n'est pas à l'aise avec cette question et avec lui-même, il ne peut pas aider le patient. Ça, c'est un des secrets que je trouve merveilleux, c'est que si vous n'avez pas réglé certains trucs, vous ne pouvez pas aider les gens. Et donc, c'est normal. Éric Trappenil dit à un moment donné, qui est systémicien et qui travaille pas mal en protection de l'enfance, il dit c'est marrant parce que moi je suis thérapeute et j'évolue, et en fonction de mes contextes de vie, de mes cycles de vie, je me suis mis à fonctionner autrement et puis à voir les mêmes choses devant moi. Et moi aussi, par exemple, je le vois, certaines choses qui me paraissaient difficiles ne le sont plus et je suis face à d'autres challenges. Et en ayant dépassé des difficultés pour moi, j'arrive, parce que je suis très détendu et je ne feins pas la détente, je suis vraiment relâché face à une problématique flippante, j'arrive à faire avancer un patient. Donc on ne peut pas faire sans soi. C'est pour ça que la question de la supervision, travail personnel, mais ça peut être aussi supervision, est importante. L'analyse des pratiques, moi j'appelle ça supervision, mais je comprends. Je dis supervision parce qu'on n'analyse pas que la pratique en fait. On analyse ce qui se passe entre la pratique et nous. Mais ça c'est fondamental. Parce que quand on se rend compte qu'on est face toujours au même blocage, après on dit « Ah bah oui, mais je me suis formé à ce truc-là, ça coûte 3000 balles, ça marche pas, ça fait 8 fois que je l'utilise, pourtant le protocole, j'ai fait dans tous les sens. » Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce qui t'arrive, toi, en tant que thérapeute face à ce patient? Il y a un truc qui t'échappe. Après, vous pouvez utiliser plusieurs outils, enfin plusieurs théories, plusieurs étiquetages pour essayer de comprendre. Ce qui est important dans des langues, c'est qu'on puisse se comprendre. Vous voyez? C'est qu'on puisse avoir un minimum voilà, qu'on puisse avancer ensemble avec un langage un minimum commun. Moi, mes superviseurs, les 3 que j'ai eus, merde alors, ils avaient une belle base psychanalytique. Mais il y en a un qui était systémicien qui faisait de l'hypnose. Puis il y en a une autre qui était psychanalyste avec son divan, la première. Puis Roustan, il faisait que de l'hypnose et puis il venait de Lacan à la base. Jusqu'à qu'il lui claque la porte au nez, il est devenu hypnothérapeute. Et ce qui était important, c'était pas tant est-ce que j'ai raison dans ma conceptualisation, c'est qu'est-ce qui me traverse, qu'est-ce qui se passe. Pourquoi j'ai peur de poser ces questions à ces familles-là? En Belgique, et je crois surtout en Belgique, quand les thérapeutes systémiciens se forment, on les amène à faire leur propre génogramme sur leur famille. Et on les embarrasse un petit peu en se disant vous avez le génogramme de la famille avec qui c'est difficile, qu'est-ce qui se passe entre les 2 génogrammes? Vous vous sentez proche de qui? Je me sens proche de ce garçon maltraité.
Parce que j'ai l'impression d'être dans la même situation que j'étais avec mon père. Là, c'est beaucoup plus intéressant que d'utiliser des outils. Parce que quand vous avez réglé ça, vous avez réglé le problème. En fait. Pourquoi Winnicott n'est pas dans votre graphique? C'est vrai, il n'est pas dedans? Je crois que... Okay. Alexandra, vous me l'avez retiré? C'est Alexandra qui l'a retiré. Mais alors, il a toute sa place, Winnicott. Puis en plus, ce qui est bien avec Winnicott, c'est qu'il est assez consensuel. À peu près tout le monde l'aime bien. Contrairement à Lacan, où il y a les gens pour et les gens contre, Winnicott, il passe partout. Jung, il passe pas partout. Mais Winnicott, c'est à la caution sympathique. Bon, après, c'est... Que pensez-vous de la place de psychologue en France par rapport à celle qu'il peut avoir dans d'autres pays, notamment anglo-saxons? Alors, par rapport à la question anglo-saxonne, c'est compliqué parce qu'ils sont calés beaucoup sur un modèle assez médicalisé et pour beaucoup, ils doivent coter des DSM, etc. Je trouve que quand ça nous est imposé complètement, c'est compliqué. En France, là, la question du psychologue, elle est importante parce qu'il a une certaine autonomie par rapport aux méthodes d'évaluation, les théories et les traitements qu'il peut proposer. Cette liberté est beaucoup plus restreinte dans les pays anglo-saxons. Reposez-moi la question. Que pensez-vous de la place du psychologue en France par rapport à celle qu'il peut avoir dans d'autres pays? Mais la place du psychologue en France est à travailler pour plusieurs raisons, notamment puisque son code de déontologie n'est pas opposable auprès de toutes les institutions pour n'importe quel psychologue. Il est parfois opposable, donc ça nous met dans une situation presque d'indépendance. Et je pense que le psychologue français doit aller plutôt vers une forme d'autonomie. Il y a ce point-là, et puis il y en a bien d'autres, mais je pense que si les gens sont connectés à l'actualité, ils verront que le gouvernement peut avoir envie de proposer un remboursement de séances à 23 € et que forcément, ces questions-là, elles posent souci. La question du psychologue français est compliquée. Ça, c'est pour on fera un truc plus tard, mais il me faudra 8 heures à peu près. Ouais, mais vraiment, je pense qu'il y a une particularité franco-française, mais moi, je pense qu'il y a un profil psychologique du psychologue français. J'ai pas dit un profil psychopathologique, je vous ai vu, hein, mais un profil psychologique. Il a une histoire, on a une histoire particulière, vous savez bien, on est un pays laïque, loi de 68, loi de 1905, mai 68, tout ça. Bon, mais je pense qu'on est amené à jouer d'autres cartes, justement, aujourd'hui. D'ailleurs, la FTCC s'est prononcée ce matin pour la création d'un ordre des psychologues. C'est bien, parce que quand il y a une salle qui hoche de la tête avec la bouche ouverte, je suis venu vous annoncer ça. Et je ne suis pas représentant de la FTCC, d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de lien avec eux. Intéressant cette humilité du thérapeute qui assume et sait qu'il a des préférences et une patte. Ah, mais je pense que si vous n'avez pas de patte, vous êtes foutu. C'est comme en cuisine. Soit on vient vous voir parce qu'on a faim et puis on bouffe, soit on vient vous voir parce qu'on a fantasmé votre plat et qu'on se dit « je mangerais bien ce truc-là ». Parfois, on se fait 500 km pour se retrouver dans le Périgord pour bouffer un truc. C'est quand même assez particulier. Je pense qu'il faut assumer une singularité, il faut assumer qu'on ne peut pas tout faire. Moi, par exemple, souvent on me dit « qu'est-ce que tu sais faire ?» Alors je dis je vais commencer par ce que je ne sais pas faire. Est-ce que je refuse de faire? Passation de test, je ne sais pas faire. Je sais assez bien interpréter et me rendre compte que parfois il y a des psys qui font des conclusions folles en lisant les rapports. Mais déjà, j'en dis rien parce qu'il faut des arguments. Mais ça, par exemple, je ne fais pas. Il y a des trucs que je ne fais pas. Et plus vous êtes clair là-dessus, plus vous délimitez ce que vous savez faire, parce que vous en avez du plaisir, et donc vous avez envie que ça fonctionne. Donc je pense qu'il faut nécessairement savoir ce pourquoi on est fait. Vous voyez ? Alors on aime bien dire, moi je ne prends pas en suivi des violeurs, etc. Alors, c'est facile parce que vous ralliez souvent des gens. Mais après, il faut être un peu plus ténu sur certaines choses, sur certains contextes. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter? Moi, je prends rarement les enfants seuls en consultation. Parce que d'expérience, et c'est la mienne, on arrive très rapidement à des silences qui ne font pas avancer le schmilblick. Et comme je suis systémicien, je préfère jouer avec une famille pour l'amener à aider son enfant, puisque dans ma conception, ce n'est pas 3/4 d'heure avec moi qui vont révolutionner la Terre. Il va se passer 2-3 semaines entre les rendez-vous. C'est ce que la famille va mettre en route. Non, donc après, ça c'est ma conception. Je crois que les gens doivent avoir une conception et penser quelque chose. Ça paraît très bête ce que je vais dire, mais j'ai eu beaucoup d'échanges avec des gens qui ne pensaient plus, qui ne pensaient pas, qui ne s'autorisaient pas à penser.
Et il faut en penser quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais il faut en penser quelque chose. Se dire, bah, c'est marrant, je bloque souvent sur ces trucs-là. J'ai imaginé des trucs, ça ne s'est pas passé. C'est un outil qu'on utilise en supervision, ça. Moi, je l'utilise parfois. À votre avis, décrivez-moi comment le patient va revenir à la prochaine séance. C'est intéressant de voir parfois à quel point on se plante, à quel point on met nos peurs. J'ai peur qu'il saute par la fenêtre et en fait, il vient de rencontrer une femme et il est heureux. Merde, j'avais la trouille, je dormais plus. Ça, c'est intéressant. C'est des choses qui nous échappent. Alors après, il y en a qui appelleront ça. Beaucoup de psychanalystes se retrouveront dans ce que je dis et récupéreront leur concept. Ils ont raison pour expliquer ce que je raconte, mais on peut l'expliquer aussi dans d'autres approches. Vous voyez ? Alors, je vais continuer à écrire, mais la conférence va prendre fin. Alors, donc, la recette, c'est psychanalyse, donc la base, plus des méthodes, une autoréflexion. D'accord. Ah, ça, c'est une personne qui parle d'elle-même. Donc, la recette, ce serait en fait psychanalyse, donc la base, plus des méthodes différentes selon les besoins du thérapeute et de la patientèle, puis culture encyclopédique. Pourquoi la base, ce serait la psychanalyse? Il n'y a pas que le Canada. Oui, oui, évidemment. Mais pourquoi la base, ce serait la psychanalyse? Je crois qu'il y a un métier dans lequel on est. Après, il y a un champ dans lequel on est. Après, il y a nos préférences. Mais vous savez, il y a quelques années, j'ai découvert que dans certaines GFR, la psychanalyse était bannie et qu'on faisait que de la TCC. Pour moi, c'est un problème. Franchement. Donc oui, pour cette personne, peut-être que la base, c'est la psychanalyse. Mais j'ai envie de dire, si la base, c'est la psychanalyse, après, il faut choisir à un moment donné, soit vous êtes psychanalyste, soit vous ne l'êtes pas. Il y a des approches où c'est compliqué de le faire un peu à temps partiel, quoi. Vous voyez ? Plus vous êtes, par exemple, moi, plus je suis systémicien, plus, en fait, mes yeux voient comme ça. Je suis contaminé par ça. Mais je suis contaminé parce que je vois des systèmes, je pense équifinalité, homéostasie, stratégie, je vois plusieurs rouages, mais parfois je fais un pas de côté et je me dis, tiens, je vais utiliser un outil simplement comportemental pour voir ce qui se passe dans le système. Donc, il y a la question de la contamination. Si vous me parlez et que je suis obsédé par la question du moi, du ça, du surmoi avec vous, ça va influencer après ma façon de voir les choses. Donc la question pour moi première, c'est avec quoi peut-être vous avez l'impression d'abord de voir le monde. Par rapport à la question de qui résiste entre le patient et le thérapeute. Ouais. Potentiellement les deux, puisque chacun est singulier et a ses propres résistances, mécanismes de défense. Alors ça, c'est une affirmation qui est des mécanismes de défense. Comme disait une collègue universitaire, c'est comme l'inconscient, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, c'est une théorie. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mais j'ai envie de dire, à travers ce qu'elle dit, elle ne répond pas à la question, en fait. Oui, on a tous notre singularité, mais la question, c'est si vous voulez amener quelqu'un à changer, est-ce qu'il faut y aller en persistant? Et puis, qui est le moteur du changement là-dedans? C'est la question de Freud, en fait, qui disait, il y a des résistances, je sens que c'est dur, donc il y a des mécanismes de défense qui disent quelque chose de la structuration psychique. Et donc, vous voyez, ça a du sens, tout ça. Si vous n'allez pas jusqu'au bout, vous utilisez le terme de mécanisme de défense en joker quand ça vous arrange. C'est ça le risque. C'est d'attribuer après coup une explication qui arrange le thérapeute. Ça, c'est un point dont j'ai parlé dans le livre qui est important, et que parfois on refait l'histoire comme ça nous arrange. En disant oui, mais de toute façon, ce n'était pas une patiente qui était profilée TCC. Peut-être que si, en fait. Mais c'est facile de refaire le match. Le psychologue est certes plus autonome, mais du coup, peut-on penser que la pratique est moins structurée? La question sur la place du psychologue, je me le pose en commençant par la formation, mais aussi par rapport à son statut dans le Code de santé publique. Bon, ben voilà, hein, toutes les questions qui sont en train d'être mises en débat dans toute la profession. On est entre 60 à 75 000 et donc ces questions se posent puisque... Non, on est plus de 60 000. Mais a priori, on est plus de 60 000, mais on n'a aucun chiffre parce qu'on est une des rares professions qui ne sait pas compter, malheureusement. On forme des gens, mais on fait pas... personne n'a fait la compta, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est intéressant. On a tous du mal, tous les psys ne savent pas faire leur compta, ça les fatigue. Ou alors ils apprennent, mais on ne sait pas compter aussi dans nos rangs. Donc il y a cette question, et c'est une question qui dérive complètement de la présentation, mais ce n'est pas grave.
Quand on est psychologue dans l'administration pénitentiaire, on n'a pas de fonction FIR, par exemple. Et donc, quand on arrive dans un service hospitalier en détachement de la fonction publique et que tous les collègues ont la fonction FIR, ben, vous ne l'avez pas. Parce qu'en fait, vous êtes détaché d'une autre fonction publique, qui est la fonction publique française. Donc oui, il y a des soucis de cadre, ça c'est sûr. Mais bon, ça dépasse un peu la question de la psychothérapie intégrative, je crois. Est-il possible de se faire superviser par vous? Oui, ou quelqu'un d'autre aussi. Hein. Pourquoi moi? Je vous ai refusé. Attention aux femmes et conduite, ça je l'ai appris avec le temps. Existe-t-il une formation spécifique à cette approche? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors, j'allais dire aux États-Unis, mais non, pas du tout. Non, à l'université française, il n'y a rien du tout. On utilise le terme intégration et en fait, on a plusieurs cours. On tolère et on a changé l'étiquette de l'épicerie, on a mis intégration. Parce qu'il y a un psychanalyste qui donne son cours et il y a un comportementaliste. Donc, on a mis intégration. Mais l'intégration, pour moi, à l'université, c'est pas simplement dire vous avez le droit de parler de comportementalisme, on vous tape pas dessus et nous on fait de la psychanalyse. C'est à un moment donné comment on pourrait faire dialoguer. Ce qui existe au Québec. Parce qu'au Québec aussi, je suis désolé, ça énerve souvent les gens de parler du Québec, ceux qui pensent que je dévalorise la France, mais je pense que la France peut faire mieux. En fait, vous présentez un cas dans certaines situations et vous avez un psychanalyste, un comportementaliste et un gestaltiste qui vous écoute. Je trouve ça bien. Et ils ne se tapent pas dessus. Et ils s'entendent bien. Et vous ressortez avec des idées pour votre patient. Plutôt que de laisser 3 personnes se taper dessus avec Otto Fénichel et Bandura sur le parking. Vous voyez? Donc, il y a des questions, c'est très franco-français, de garde de chapelle. Parce que, comme je le disais ce matin sur LinkedIn, en France, on est d'obédience. L'obédience est une marque de déférence qu'on donne à la supériorité ecclésiastique. Obédience, en anglais, ça veut dire obéissance. Donc, quand on me dit peu, je suis d'obédience comportementale. On le dit, hein, mais on me dit souvent, je suis d'obédience psychanalytique. Ça veut dire qu'en fait, elle est où ta liberté de penser? Et pour des psychologues, la plupart du temps, qui adorent la liberté et qui ne veulent pas être contraints, mais qui sont d'une obédience, bah, je félicite la paradoxalité de leur champ lexical. Du coup, il y a des personnes qui vous proposent de créer votre propre formation. Non. Mais c'est très gentil. Hein. Mais formation là à d'autres professions pour faire des passerelles. Mais oui, alors c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de boulot. En Turquie, on fait ça très bien. J'ai été invité sur une conférence en Turquie, ils font ça très bien. En Angleterre, ils font ça très bien. Aux États-Unis, ils font ça merveilleusement. Ça demande beaucoup de boulot. Ça demande d'être plusieurs, d'être ensemble, d'avoir envie. Et en France, on a parfois un hiatus entre les enseignants et les cliniciens. Il y a beaucoup d'enseignants qui ne sont pas du tout cliniciens. Donc, ils n'y verront pas forcément un intérêt. Mais je propose plutôt aux gens de s'intéresser à des approches avant de vouloir se former à plein d'outils. Voilà. Mais ça fait des années qu'on me propose ça, mais j'ai pas envie de cette place. C'est important aussi de ne pas avoir envie d'une place. Voilà. Et du coup, une belle transition. Je dois vous quitter. Merci pour ce partage empreint de simplicité et de clarté. Je vous retrouve plus tard sur YouTube. Belle soirée à tous. Oui, et arrêtez avec la gomme. Merci.